Si vous suivez la voile de compétition, le nom de Paprec, premier acteur du recyclage en France, vous est forcément familier. Sponsor depuis 2 décennies de marins engagés dans les plus grandes courses, Paprec est désormais aussi partenaire principal de la Solitaire du Figaro et de la Transat en double Concarneau-Saint-Barthélemy, rebaptisée Transat Paprec, une transat qui va se courir en double mixte. L'entreprise n'investit pas dans la voile par hasard, c'est le fruit d'une tradition familiale. Jean-Luc Petit-Huguenin, le fondateur, découvre la voile sur un First 235. Sébastien, son fils aîné, directeur général du groupe, le convertit à la course, fêtant même ses 40 ans en participant à la Solitaire du Figaro en 2018. Mais si Paprec s'affiche aujourd'hui dans la voile de compétition, ce n'est pas qu'à cause de la passion des patrons, c'est aussi parce que les valeurs de la course font écho à celles du groupe, la ténacité, l'humilité, l'adaptabilité. Des qualités indispensables à terre comme en mer. Bonjour, vous écoutez Into the Wind, le podcast des marins qui font des phrases. Into the Wind est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont 2 newsletters hebdomadaires, en français et en anglais, des podcasts, des événements, des formations ainsi qu'un festival de films et un studio de production de contenu que vous pouvez retrouver sur tipshaft.com. Je suis Pierre-Yves Lautroux et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode d'Into the Wind. Bonjour Jean-Baptiste Vernaz. Bonjour. J'allais dire merci de nous recevoir, mais tu ne nous reçois pas parce qu'on est, on réalise une première dans ce 40e épisode d'Into the Wind, puisque on fait ça à distance. T'es sous le soleil, tu vas montrer les images du soleil depuis ton balcon de Sainte-Maxime, hein, c'est bien ça? T'habites à Sainte-Maxime, je crois, si je me trompe pas. Tu vas montrer les images de soleil de la Méditerranée et moi je suis sous la pluie à Lorient, donc le match a déjà bien commencé et tu mènes très largement 1-0. Parce que moi, j'ai dû allumer la lumière dans ma maison pour pouvoir voir quelque chose. En tout cas, merci de prendre le temps d'échanger avec nous quelques jours avant que tu ne décolles pour le Japon. On va être assez transparent. On enregistre le 7 juillet. Tu décolles dans 4 jours pour Tokyo et ce podcast sera diffusé. Tu seras déjà au Japon. Explique-nous quel est l'état d'esprit de quelqu'un qui a déjà fait 3 fois les Jeux Olympiques, qui s'apprête à partir pour ses 4e Jeux, qui ont été longs à venir, longs à se dessiner. Dans quel état d'esprit on est? On est tranquille, on est impatient, on attend, on commence à stresser un peu, on est dans quel état? Sur le plan sportif, je commence à être un peu stressé, hein, et en même temps, j'ai très envie parce que je me sens prêt. Après, sur le plan sanitaire, on est un peu stressé parce qu'il y a quand même les tests anti-Covid à passer. On n'est pas à l'abri d'une mauvaise rencontre, on va dire. Mais en tout cas, sur le plan sportif, c'est sûr que là, on commence à être dans les dernier moment. Je suis en train de finir mon sac et j'essaie de rien oublier, j'essaie de tout prendre en double, histoire que j'oublie rien, quoi. Et que si ça casse, j'ai du spare parce qu'au Japon, c'est plus compliqué à faire envoyer. D'accord. Et du coup, quand tu dis que ne pas faire de mauvaises rencontres, du coup, t'as arrêté tu vas plus au restaurant ou t'es allé peu au restaurant de toute façon. Tu fais vraiment attention à ça? T'es dans ta bulle déjà? Effectivement, la recommandation du CNO, c'est de s'isoler pendant 14 jours avant le départ. On a 3 tests PCR à faire, 96, 72 heures et 48 heures avant le départ. Donc, c'est déjà arrivé une amie, donc j'essaye de voir le moins de monde possible. Je suis parti 4 jours là, en bateau pour m'isoler un peu avec mon préparateur physique pour finaliser et puis voir le moins de monde possible. Et puis là, il fallait quand même que je rentre finir mes sacs et je vais faire attention à qui je vois, quand. Et... Voilà, c'est un peu différent d'habitude, mais en tout cas, c'est un peu stressant. Alors, on va évidemment parler on va revenir sur ta carrière, mais avant, je voudrais que tu peut-être nous fasses un petit flashback sur ce que c'est qu'une année supplémentaire de préparation olympique qui n'était pas du tout prévue. On sait à quel point les PO des athlètes en général et dans la voile en particulier sont millimétrés, planifiés au jour près. Vous connaissez vos plannings très longtemps à l'avance et il y a déjà eu un énorme boulot de réadaptation. Mais toi, comment tu t'es organisé pour préparer ces jeux? Je crois comprendre que tu as passé beaucoup de temps, comme beaucoup, à Lanzarote et à Villamoura, qui ont été 2 spots hivernaux. Comment toi, tu t'es organisé à partir du moment où tu savais que tu avais une année de plus pour les jeux? Eh ben, il y a eu plusieurs étapes. Déjà, il y a eu ce premier confinement où on était prêt, quoi, hein. Tout le monde était à quelques mois des jeux, tout le monde était prêt. En tout cas, moi, je l'étais. Et donc, il y a eu le premier mois avec beaucoup d'incertitudes, savoir si on allait quand même aller au jeu ou pas. Et puis ensuite, annonce du report. Mais il y a eu quand même pas mal de suspense pendant assez longtemps. Donc nous, on s'est tout de suite dit qu'il fallait au moins garder le niveau de jeu actuel. Donc
On s'est entretenu tout l'été, plutôt pas trop loin de la maison. On a un super plan d'eau qui est le lac de Garde, sur lequel habite Robert Scheidt, la légende là, de notre sport. Du laser, ouais. Du coup, on a passé beaucoup de temps au lac de Garde l'été dernier, et puis après, s'est posé la question de comment on gère l'hiver, étant donné qu'il y avait très peu d'épreuves, même pas du tout en fait. Donc là, on a réussi à mettre un espèce de réseau européen en place où tous les étrangers, surtout les nordistes, hein, ceux qui viennent de loin et qui là où il fait froid l'hiver, eux, ils ont absolument voulu venir au chaud. Et donc, de manière générale, depuis plusieurs années, on va à, à Villamoura parce que c'est sur le même continent, donc assez simple, enfin pour y aller en voiture, quoi. Et Ah, c'est vu au Portugal, qu'on hein. c'est au Portugal, c'est ça, c'est l'aéroport le plus proche, c'est Faro. Donc c'est vraiment en Algarve, c'est super sympa parce qu'il fait chaud comme en Méditerranée et puis on a quand même les vents et les vagues de l'Atlantique. Donc le plan d'eau ressemble un petit peu plus à ce qu'on va avoir aux Jeux Olympiques. Et puis pour pas trop se lasser du plan d'eau et de manière assez simple, c'était Lanzarote, donc c'était juste mettre les affaires dans un ferry. Et là, pareil, on a eu de la grosse houle, l'Atlantique, quoi. Et donc ça, c'était l'objectif, c'était de d'avoir des bonnes conditions, mais surtout d'avoir de la confrontation. Parce qu'un an sans confrontation, on l'a quasiment jamais fait. Enfin, moi, je l'ai jamais fait. Donc, c'était savoir où on en était régulièrement et savoir si, enfin, voilà, comment on allait pouvoir gérer cette préparation au mieux en termes de voile, quoi. Et quand l'info tombe que les Jeux sont reportés, pour toi, il n'y a pas un quart d'hésitation de seconde, c'est juste un report, tu y retournes, il n'y a pas de... Parce qu'il y a des athlètes qui ont été très déstabilisés par ce report. Si, clairement, je pense que le report, je ne veux pas parler pour les autres, mais grosso modo, je pense que ça se joue en suivant où on en est dans sa carrière. Si on a 20 ans et qu'on est sur sa première PO, ben, on se dit, c'est pas grave, de toute façon, j'allais quand même la faire l'année. Si on est en fin de campagne, ben voilà, c'est un an décalé. J'en parle même pas pour ceux qui veulent faire des enfants ou, enfin voilà, qui ont une vie. Moi, je suis célibataire, donc ça va. Mais en tout cas, j'ai eu un gros coup de mou, mais pas tant parce que j'avais pas envie d'y retourner, c'était parce que je voyais plus de sens à mon entraînement. La période octobre, novembre, on savait pas, toujours pas si les jeux étaient confirmés. En fait, on ne savait rien, quoi. Donc, Et t'as pas euh, d'échéance, quoi. on n'avait pas d'échéance, et puis c'est quand même de l'investissement, c'est du temps, de l'argent. J'embauche toute une équipe autour de moi. Enfin, voilà. Et à un moment donné, c'est poser la question, est-ce que j'irai pas faire autre chose, quoi, hein. Est-ce que je mettrais pas un terme à ma carrière à ce moment-là parce que, enfin, si c'est pour faire un an de plus et qu'il n'y ait pas les jeux à la fin, voilà. Mais à partir du moment où ça a été confirmé, j'ai eu la chance d'être bien entouré aussi. Mon nouvel entraîneur Stéphane Christidis et mon préparateur physique Olivier Poli m'ont coincé autour d'une table, sentant que j'étais en train de divaguer, quoi. Et ils m'ont dit, bon voilà, c'est un moment, c'est un point de passage. Tu veux vraiment ou tu veux pas. Et si tu veux pas, c'est pas grave, on t'en veut pas, mais faut pas perdre de temps ni pour toi ni pour nous. Et c'est maintenant qu'il faut prendre une décision, quoi. Donc voilà, il y a eu un vrai coup de mou et clairement, moi j'ai dit bon bah voilà, je refais rideau sur tout le reste de ma vie et puis on se reconcentre jusqu'aux Jeux Olympiques. Et Je crois que a priori, ils vont avoir lieu, donc c'était un bon choix. je fais juste une insiste. Je crois que les gens se rendent pas très bien compte, forcément, notamment pour ceux qui connaissent pas bien la voile olympique, à quel point une PO, c'est quand même beaucoup de sacrifices, quoi. C'est pas des petites décisions, hein. Vous mettez quand même beaucoup de choses de côté. Vous êtes fixé sur des objectifs avec une détermination qui est quand même assez incroyable, quoi. Et il faut accepter de faire que ça, vraiment que ça, quoi. On est considéré comme sport amateur, mais en réalité, c'est professionnel. On passe environ 220 jours sur notre support par an, plus la muscu, hein, c'est tous les jours. Donc effectivement, avoir une vie de famille, je pense que, enfin, je sais pas, je pense, j'en suis sûr, j'ai perdu quelques copines à cause de ça. Euh, on n'est pas souvent là. Moi, j'ai un pied à terre, en fait, j'appelle ça comme ça parce que j'y passe pas plus de 10 jours par mois. Et oui, oui, c'est sûr que je le fais volontiers, mais c'est certain que c'est quelques sacrifices, ouais. C'est quelques sacrifices. Et puis ça dure 4 ans au minimum, parce qu'en général, on se prend au jeu et puis ça dure plus longtemps, j'en suis la preuve. Et, et voilà, c'est 4 ans intensifs. Alors bien sûr, ça monte en pression. Les premières années sont un peu moins dures, mais il y a quand même un championnat tous les ans sur lesquels on joue quand même notre avenir au moins financier. Et puis, sans parler du sportif, on peut pas se pointer la dernière année si on n'est pas prêt, si on n'a pas perfé avant, c'est compliqué d'aller perfer aux Jeux Olympiques. Ouais, et puis le niveau vient avec le travail. Bien sûr. Ça reste un sport où il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup être à l'établi, quoi.
Ça, c'est certain. Bah, après, je connais pas les autres supports, mais chacun doit y travailler parce qu'il y a soit du matériel, soit le physique, soit tout d'ailleurs. Et puis on est un peu c'est un peu comme en solitaire, c'est-à-dire on doit être capable de gérer chaque aspect de la performance, même si moi, j'ai une équipe qui travaille derrière, mais quand même, il y a la prépa physique qui doit être pointue, il y a la technique, on fait de la tactique, on doit se déplacer, on doit être conseillé. Il y a l'aspect financier à gérer un peu derrière, qui n'est pas colossal, heureusement. Ou malheureusement, je sais pas. Mais en tout cas, on n'a pas à le gérer, quoi. Pas trop. Alors, on va revenir un petit peu sur tout ça en détail. Tu connais le principe d'Into the Wind. On va repartir en arrière. Donc, on va repartir dans la deuxième moitié des années 80 où tu nais et où, je crois, où tout commence et où il y a à la base de tout, si j'ai bien compris, en faisant ma petite fiche habituelle, il y a un papa qui est déjà lui-même régatier et qui va sans te forcer à te mettre à faire du bateau, mais c'est lui qui met la petite picouse de départ, si j'ai bien compris. C'est ça, c'est assez incroyable parce qu'il vient d'un plan d'eau peu connu. Il y a d'autres champions qui sont sortis par là, comme François Le Castrec, par exemple. Et c'est un plan d'eau au centre de la France, à Saint-Étienne, sur un barrage. Donc c'est tout petit. Et je sais pas pourquoi il a été mordu par la voile. Donc il s'est débrouillé pour faire son service militaire dans le sud, à Toulon. Et de là, il a décidé de s'installer près de la mer, de monter un business dans les bateaux. Et bah voilà, quand je suis né, moi, je suis né dans le sud. Enfin, c'était assez naturel, quoi, hein. Même si j'ai pas trop apprécié au départ, j'aimais pas trop le bateau, ça me faisait peur en fait. Et un jour, en passant devant l'école de voile, parce que j'ai fait beaucoup d'autres sports, j'adorais le sport en fait. Donc j'ai fait du judo, du basket, et je faisais encore du basket. Et mon père, qui à chaque fois qu'on passait devant l'école de voile pour rentrer de l'école à la maison, il me disait bon, quand même, cet été, on fait un stage. Un jour, il était quand même têtu. Et un jour, je lui ai dit bon, vas-y, inscris-moi, je vais le faire ton stage. Et à la fin du stage, je suis Donc, c'était tombé quoi? sur. C'était de l'opti? C'était de l'optimiste ou un stage d'été, hein, j'avais 7 ans, hein. J'apprenais juste à nager, hein, donc j'étais tout petit. Donc j'ai fait une semaine de stage d'opti, et puis à la fin de la semaine, l'entraîneur du club qui entraînait les optimistes l'hiver, il vient me faire passer deux trois tests, et puis soit c'était voulu et il m'a donné confiance, mais en tout cas il m'a fait faire un jeu, il m'a dit va la boue au vent, et donc il m'avait positionné en bâbord pour que j'ai qu'un seul virement à faire, et puis j'ai trouvé la solution. Et là, j'étais super content. Alors, il m'a mis en tribord, il m'a dit maintenant trouve une autre solution. Et puis là, j'ai senti que bah, je butais, quoi, hein. Et puis d'un coup, je me suis dit, ah, bah si, je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, j'ai trouvé le cadre gauche. Et puis après, il me dit, bon, bah, trouve une autre solution. Et puis là, j'avoue que j'étais perdu. Donc, on est rentré, on a été sur le tableau. Et puis, il m'a montré toutes les possibilités de bord qu'il y avait à faire pour remonter au vent. Et là, je me suis dit, ce sport, il est génial. Je suis dans la nature, il y a moyen d'être plus malin que les autres. Ça m'a tout de suite plu. Et puis, il m'a fait sentir spécial, en tout cas. Et du coup, bah voilà, quand on est gamin, on a envie de gagner aussi. Et là, j'ai senti que j'avais mordu à ce sport. Donc, je me suis inscrit tout de suite. Et je me souviens même de la date. C'était la sortie du film avec Kevin Costner sur le trimaran. Ah, Waterworld. Waterworld, exactement. Donc, le soir, Ah, j'étais au d'accord. cinéma voir Waterworld. Donc, Ah, tu te souviens donc précisément de la séquence et du c'est jour ça. où tout se C'est passe, ça. quoi. Ah, C'est c'est ça. incroyable. C'était assez incroyable. Après, il y a eu d'autres moments clés. Mais en tout cas, celui-là, c'était vraiment la mise en avant de ce sport, quoi. Donc le week-end d'après, j'ai fait une petite régate, un critérium, hein, que j'ai gagné. Et j'étais ex Ah aequo oui. d'ailleurs avec mon meilleur ami qui devient mon meilleur ami, qui m'a suivi jusqu'en pôle après. Donc c'était voilà, c'était la mise en jambe, quoi. Et en tout cas, Première regate, première victoire. c'est ça. Moi, c'était un critérium, hein, on va se calmer, c'est pas Ah, non mais quand plus. même. Non, mais c'était super, hein, c'était super. Et ton père faisait de la regate aussi? Donc mon père, il a fait du 4,70, enfin 4,20, 4,70, et puis mais enfin dans sa ligue, ça naviguait peu, quoi, hein. Donc il alternait entre Lyon et le barrage de Grandjean, donc comme je disais à Saint-Étienne. Donc il a été peu de fois en mer, et ça, c'était son rêve de faire de la régate. Donc après, il a navigué sur des plus gros bateaux, mais de manière locale, quoi, en IRC. Et alors du coup, très très vite, à partir de cette découverte-là, donc qui a lieu, si je fais mes calculs, en 94 ou dans ces eaux-là, quoi. Ouais, à peu près Euh, 95. du coup, là, t'enchaînes sur entre guillemets sur le circuit un petit peu traditionnel. Là, c'est les régates régulières en C'est opti, ça. les parents Ben qui suivent, etc., etc. j'ai commencé mes régates en janvier 96, je dirais. Et j'ai fait une demi-année, ça s'est plutôt bien passé. Il me restait, donc j'avais 8 ans, j'étais en Benjamin, quoi. Et ça s'est plutôt bien passé. Et puis il y a eu un autre fait marquant, c'est que j'avais peur du vent fort, je pense comme beaucoup de gens.
au début. Et puis, on a eu un championnat national à Port-Barcarès, dans le sud. Et on a eu de la tramontagne toute la semaine. Donc, nous, on n'a pas navigué les Benjamins D2, hein, les bébés, quoi. Et le dernier jour, ils nous ont fait naviguer. Et là, je sais pas, j'étais crispé, j'avais peur. Donc, j'ai pris le départ et puis j'étais déjà têtu. Et j'ai dit à mon père, je rentre. Et donc, je prends le départ et puis je commence à aller vers le port. Et puis, j'avance. Et puis, mon père, il se dit, putain, mon fils est un génie. Il est du bon côté. Il va gagner la manche, quoi. Et moi, je rentrais, en fait. Et je rentrais au pré, tranquillement. Et puis, à un moment donné, il voit que je dépasse le cadre. Et puis, il se dit, putain, il rate le cadre, c'est pas possible et tout. Donc, il me suivait avec l'annexe. Et puis, à un moment donné, il dit, bon, là, ça y est, j'ai compris, il rentre. Donc, il est venu, il m'a mis un coup de Zodiac, il m'a fait virer. Je suis retourné à la bouée. Et puis, je passe troisième à la bouée au vent. Et donc là, je me prends au jeu, rebelote. Et puis voilà. Donc, ce jour-là, on a fait 4 manches. Et j'étais comme un fou furieux. Après, je voulais plus rentrer. J'ai dit à mon père, je reste sur l'eau, machin. Donc, ça a été vraiment le déclencheur. Et je fais une très belle régate. Je crois que je finis septième. Mais ça a été vraiment un moment clé où ça m'a décrispé complètement de cette peur du bateau, quoi. Bon, désolé, on a un peu triché du coup sur le coup. Tu peux le dire maintenant, quoi. Voilà, Tu peux maintenant, l'avouer. il y a prescription. Mais voilà, ça a été encore un déclencheur. Alors, sans me violenter, mais en tout cas, il m'a dit, allez, tente le coup, vas-y, vire de bord. Voilà, il m'a fait passer un peu ce cap et ça a été encore un autre fait marquant. Donc après, Et bah voilà, après, je suis passé en voilà. Benjamin, le cursus assez classique. Ça a plutôt très bien marché en Benjamin. Après, première année minime, j'ai grandi très vite. J'ai pris 1 centimètre par mois, donc j'étais complètement paumé dans mes repères. Et puis l'année d'après, j'ai fait un championnat d'Europe, mais j'étais déjà trop lourd pour l'optimiste. Et mon père, en parallèle, il s'est mis à faire du laser. Donc il a commencé à naviguer en master. Donc je sais pas, il devait avoir une quarantaine d'années. Et là, il se régalait. Et puis quand est arrivé le moment où il a fallu que je change de série, euh, j'avais envie de faire du 401. En fait, j'avais envie de rester avec mes Ouais, ce copains. qui est classique, hein. Après Voilà, l'opti, souvent c'est le 401, quoi. c'est ça. Et c'était le laser, c'était décrié, ça faisait mal au dos, nanana. Il y avait d'histoires à ce niveau-là. Donc C'est gros pour pour un petit qui sort de l'opti, c'est même si t'étais grand, c'est une grosse marche, quoi. oui, bah après c'était une marche assez avec les nouvelles voiles. Il y avait déjà les 4.7, les radiales, donc c'est des voiles un peu adaptées aux plus jeunes. Il y avait déjà ça en fait, c'était le tout début. Mais quand même, j'avais envie d'y aller avec les copains. Donc j'ai fait 2 3 essais en 401 et puis vu mon gabarit, je me suis vite rendu compte que j'allais être équipier. Et pas que je dénigre les équipiers, mais j'avais vraiment envie de garder la barre. Donc du coup, mon père m'a dit bon, t'embête pas, ça engage en rien. L'avantage du laser, c'est que tu t'engages avec personne. On t'achète un bateau et puis tu vas naviguer. Si ça t'énerve, on arrête quoi, tu vois, tente le coup. Et en fait, j'ai adoré l'ambiance. C'était à la fois un solitaire, mais à côté de ça, il y avait des belles équipes. Donc il y avait plein de clubs qui avaient des grosses équipes, donc on partageait des super moments. Donc j'ai pris un an. Enfin, j'ai commencé par un an. Le problème, c'est que ça tombait aussi sur l'année où bah, ça se durcit un peu au collège et j'étais clairement en échec scolaire, quoi. Donc, enfin en échec. Je me débrouillais pour avoir la moyenne, mais c'était pas brillant. Et puis j'aimais pas être là, donc je prenais des heures de colle. C'était très compliqué. Donc j'ai fait un an un peu raté parce que je pouvais plus m'entraîner vu que j'étais collé tous les mercredis. Et Euh, c'était à cause du bateau que tu avais des difficultés à l'école? C'est-à-dire non, que la non, passion non, des... Non, non, c'était en général. non, j'aimais pas ça, quoi, hein. C'était la solution que l'école m'apportait et me convenait pas et à bêtise, hein, peut-être, mais en tout cas, j'ai jamais réussi à mordre dedans et voilà, j'étais vraiment, c'est une catastrophe, quoi. Donc, j'ai fait beaucoup d'écoles différentes et puis, mon père, à un moment donné, bon, ça l'inquiétait, quoi, hein, quand même, donc il me mettait la pression, j'allais travailler les soirs avec lui, enfin. Et puis à un moment donné, on a trouvé une solution. C'est encore une nouvelle rencontre. C'est Lionel Pellegrino, c'était l'entraîneur. Il venait juste de prendre ce poste au pôle d'Antibes et il s'amusait à faire des. Enfin, il s'amusait pas, mais il faisait des regroupements avec les équipes de laser en même temps que les équipes opti pour essayer de draguer un peu du jeune en laser, quoi. Et moi, vu mon gabarit, bah, il m'a tout de suite repéré. Et puis à Antibes, ils avaient la chance d'avoir une école qui faisait complètement du sport-études, c'est-à-dire on était en cours suivi par le CNED de 8 heures du matin à 13 heures, et puis après on pouvait aller naviguer. Et donc là, il s'est dit, bon, j'ai une belle opportunité de recruter une belle équipe de jeunes. Donc il m'a fait venir moi, mon meilleur ami, donc Germain,
et Céline, une jeune qui cartonnait aussi en laser et en opti. Et donc, il nous a fait venir au pôle, et là, on a vraiment commencé, j'appelle ça, à être professionnel, quoi, hein. C'est-à-dire que je suis passé de... C'était sport-études et t'étais en quelle classe? J'ai commencé en troisième. Donc, j'ai redoublé une D'accord. fois, donc c'était l'équivalent de la seconde, quoi. Et donc là, j'ai vraiment compris ce que c'était, enfin, compris. En tout cas, j'ai commencé à naviguer à haut niveau, donc on pouvait naviguer tous les jours, on faisait de la muscu 3 fois par semaine, voilà, on était rentré dans un rythme qui était complètement différent, et l'école s'adaptait au sport, en fait. Et donc là, ben moi, j'arrivais à, ils se débrouillaient pour qu'il y ait 100% de réussite au bac, donc ils ont vraiment, on avait des tuteurs, voilà. Donc c'était vraiment l'école adaptée. Et donc là, ça a vraiment fait la différence parce qu'en jeune, celui qui fait des heures, enfin même en senior, mais surtout en jeune, celui qui fait des heures, quand même, il est devant, quoi, hein. Donc là, en 2 ans, je suis champion du monde radial, jeune. Et puis après, je passe tout de suite en standard avec l'objectif de, bah, en tout cas, l'objectif, moi, je savais pas trop. J'avais envie de faire les jeux, mais je savais pas trop. Mais mon entraîneur, lui, il avait un plan bien précis en tête, et son objectif, c'était que je tente la sélection pour Pékin. Ça, alors là, tu passes très très vite sur cette période-là, mais c'est des trajectoires quand même assez rapides, en tout cas pas tout à fait standard quand même. Tu dis, Ben, en en gros, je tout cas, résume, tu rentres en sport-études et 2 ans après, tu es champion du monde jeune. Donc, bah, alors oui, c'est sûr que dedans, dans le contenu, il y a beaucoup de choses. enfin, Déjà, pour les auditeurs, en oui, fait, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. t'es quand même assez précoce, hein. Je veux dire, c'est pas tout à fait standard. Tous les mômes qui rentrent en sport-études à Antibes ne deviennent pas champion du monde jeune dans la foulée. Il faut quand même, Non, alors, tu- il y avait sûrement de solides bases qui venaient de l'optimiste, parce que j'ai quand même fait un championnat d'Europe, j'étais dans les meilleurs français. Après, mon gabarit m'a limité. Et puis après, je suis passé en laser, et je pense pas avoir été recruté pour rien. Je pense qu'il avait vu en moi un garçon talentueux. Euh, et puis la structure qu'ils ont mis en place, c'est ça qui a vraiment fait la différence. C'est là où je voulais en venir, c'est que disons que si on a un diamant, et après il faut le tailler, quoi, hein. Hmm. Et là, donc, il avait une vision qui était assez claire. Il fallait qu'on s'entraîne, il fallait qu'on ait une préparation physique. Donc, il a été recruté une préparatrice physique, Nathalie, qui est décédée malheureusement depuis, Nathalie Bellotti, qui était lanceuse de poids, qui était recordman de France du lancer de poids. Donc, il y avait une approche qui n'était pas du tout vélistique, hein. Et donc, elle s'est formée, hein, elle a appris, elle a regardé les vidéos, elle a essayé de se faire une idée de l'effort qu'on faisait en laser, en tout cas. Et donc, elle nous a modelé, hein, modelé. On a commencé à faire beaucoup de préparation physique. Il y a eu des moments durs, hein. On n'a pas toujours envie de se lever à 7 heures du matin pour aller naviguer avant d'aller à l'école. Mais en tout cas, voilà, ça nous a vraiment permis de faire des heures. On a fait tous les circuits européens toutes les régates qu'on pouvait faire. On était mort de faim, quoi, hein. On avait pas un gros budget, mais on avait envie de faire le tour de l'Europe pour naviguer. On dormait en tente. Enfin, je sais pas si tout le monde se rend compte de ce que ça implique, mais on était le soir, quand on rentre avec des courbatures, qu'on est obligé de se faire à manger avec un réchaud, et que le matin on oublie de faire la vaisselle le soir, qu'on a la flemme, et qu'en fait c'est les mouettes qui nous réveillent parce qu'elles mangent les restes. Enfin, et tout ça sous la pluie dans le nord de l'Europe. Enfin, c'était des moments qui étaient vraiment pas. Aujourd'hui, si je devais le refaire maintenant, je sais pas si je pourrais le refaire. Donc il faut vraiment avoir une grosse motivation. On a eu des moments effectivement plus durs que d'autres, mais après voilà, c'était des moments de partage. On avait une équipe qui était soudée. Il y avait un peu tout en termes de niveau, hein. Il y a eu des championnes de France chez Nana. Il y a eu et puis voilà, ce circuit-là, il a abouti en radial, donc c'est la catégorie jeune, où je suis champion du monde à Brisbane en 2004. Donc c'est en même temps que se passent les Jeux d'ailleurs de 2004. Et là, je vois Félix qui gagne les 2 premières manches, enfin pas les 2 premières, mais 2 manches alors, pendant il faut dire les noms de famille, hein. C'est Félix Prévost. Félix Privot, pardon. Voilà. Félix Privot qui était mon aîné, hein. J'allais pas dire mon idole, mais en tout cas, c'était l'homme à abattre si je voulais aller au jeu un jour. Et donc eux, ils avaient déjà, en senior, il y avait déjà une très belle équipe avec beaucoup de jeunes. Il y avait Thomas Le Breton, Félix Prévost, il y avait Mathieu Murati qui était du Sud aussi, il y avait Jérémy Steyers qui était en train d'arriver. Donc voilà, je savais qu'il allait y avoir du pain sur la planche, mais je me posais aucune question. J'étais là pour naviguer, pour me faire plaisir, et puis gagner des régates, quoi, hein. Il y a que ça qui me motivait, quoi. C'est être meilleur que le voisin, quoi. Et là, donc là, tu as 17 ans en fait, hein, quand tu gagnes C'est ce ça. premier titre mondial, tu as 17 ans. Il y a pas eu, on peut le redire aussi, il n'y a pas eu beaucoup de Français qui ont été champions du monde jeunes en laser. Non, non, C'était pas non plus. je sais pas s'il y en a eu d'autres, hein. Il y a eu un Ouais. vice-champion du monde, mais non, je crois pas.
crois pas Et qu'il y alors en ait. du coup, là, les structures fédérales et les structures de détection, qu'est-ce qu'elles se disent quand elles voient qu'elles ont un jeune de 17 ans Je peux pas parler pour eux. Non, mais J'ai reçu une lettre de félicitation de la fédération. voilà. Mais Et ils se disent, le diamant est toujours là, quoi. bah, en Ce que tout je veux dire, cas, c'est que c'est très très jeune. En fait, c'est ça que je veux souligner, c'est que tu vas arriver sur en senior à un âge extrêmement jeune. Enfin, encore une fois, il y a une forme de précocité qui est pas c'est très ça. très commune. En fait, je pense qu'assez vite, bah, déjà le pôle, j'étais en pôle, donc j'étais déjà dans les structures Mm, mm. fédérales. Donc ça, nous, on était raccord sur la ligne de conduite. Après, au niveau fédéral, équipe de France, je pense que je suis à peine dans les radars. C'est-à-dire qu'ils se disent, ok, il y a peut-être, on a de la relève, c'est bien. Maintenant, laissons passer en standard et puis on verra ce que ça donne sur le bateau senior, quoi. Donc pour l'instant, il y a aucune urgence, si ce n'est que je me rappelle d'un stage, je dirais que c'est en 2005. On a un stage où c'est un stage dit de détection, ils ont appelé ça euh, Pékin 2024, Pékin 2008. 2008. Et donc là, chacun devait donner un peu son projet de vie. Donc moi, l'objectif c'était le bac. Hein. Le bac est ma maman, elle a toujours veillé à ce que les études soient faites à minima jusqu'au bac et elle m'avait demandé un bac plus 2, ce que j'ai fait. Donc moi j'avais le bac et puis l'idée d'aller faire un BTS après juste pour valider ce bac plus 2 que ma maman me réclamait. Et, et puis côté sportif, moi j'ai dit tout de suite que j'avais envie de me positionner pour essayer d'aller au jeu. Et ça a fait rire beaucoup de personnes dans l'assemblée parce que c'était un peu précoce, quoi. C'était pas vraiment d'actualité. C'était un peu jeune. Il y a pour passer du jeune au senior, il y a vraiment une dose de travail qu'il faut digérer, quoi. Après, ce qui a joué un peu pour moi, c'est que bah, Pékin, c'était un plan d'eau un peu particulier quand même. Il y avait peu de vent. Et donc ça favorise un petit peu les jeunes pas encore au poids. Alors, on va pas aller encore tout de suite Non, non. à Pékin 2000. Je voudrais juste qu'on s'arrête un tout petit peu sur le support parce que une partie de la difficulté et c'est pour ça que je posais la question sur tiens ils se disent ils ont un champion du monde jeune français qui est très jeune. La particularité du laser, c'est qu'il y a énormément de bateaux diffusés dans le monde, donc il y a énormément de pratiquants, et donc il y a une forme Le de bateau est, concurrence. Voilà, c'est ça, il y a potentiellement des champions vraiment partout, quoi. Il n'y a pas de barrière d'accès, c'est ou très ça. très faible, parce que le bateau coûte pas très cher, il est très Il coûte simple. pas cher et tout le monde a le même. C'est-à-dire que moi, Voilà, aujourd'hui, je navigue avec le même bateau que celui qui va en acheter un, quoi. Donc, voilà. Et il coûte pas 70 000 euros, je quoi. crois que c'est quelque chose comme 7 000 ou 8 000 euros. Ouais. C'est pas hors de prix, en tout cas dans les bateaux olympiques. C'est de loin le moins cher. Et clairement, il est diffusé. Là, on doit être à 216 000 bateaux diffusés depuis sa création, hein, 2000. Ça doit être en 76, 1976. Donc, c'est un bateau qui est très diffusé. Partout où on va dans le monde, on peut espérer en trouver un, en tout cas dans un Club Med ou dans un club quelconque. Donc, c'est sûr que c'est assez propice à retrouver du monde qui navigue, ouais, c'est sûr. Voilà. Et ça a été. Est-ce que dans cette discipline-là, est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a une école française particulière, comme il peut y avoir, comme il y a eu longtemps en tornado, comme il y a encore aujourd'hui en 4-7? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de champions français? Est-ce qu'il y a une filière française du laser au niveau Alors, mondial? c'est la filière qui connaît le plus de problèmes en France. On a du mal à créer des champions hein, en laser. On va pas se voiler la face. Donc, il y a eu une belle tentative. Enfin, c'est pas une tentative, ça a fonctionné. On a eu un groupe France qui s'est créé après. Bah, il y en a eu un avant, hein, mais moi, j'étais pas là en 96-2000. En 2000, on n'envoie pas de laseriste aux Jeux Olympiques pour quelques points. Et puis à l'issue de cet échec, hein, on décide, enfin François Lecastrec a décidé de créer une structure, enfin pas une structure, mais en tout cas un groupe où il ramasse tous les jeunes avec du potentiel. Et puis ils ont fait une émulation qui a monté pendant 4 ans et qui a abouti sur je sais plus combien il a fait aux Jeux Olympiques, mais en tout cas il y avait au moins 2 Français dans le top 15-20 mondial, ce qui commençait à être solide, quoi. Hein. Et puis cette génération elle a continué à monter. Et puis moi je me suis greffé en fait à cette génération-là. Et donc en 2008 on est 4 dans les 20 mondiaux. Donc ça commence à être bien, mais c'est sûr que puis derrière ils ont arrêté et donc en fait depuis un petit moment je me retrouve un peu tout seul quoi. Donc de temps en temps il y a un jeune qui vient et puis découragé ou je sais pas, mais en tout cas il va pas au bout quoi. Donc là ça fait un moment que on a du mal à trouver de la jeunesse quoi.
Et comment ça s'explique? Parce qu'il y a d'autres Euh, supports plus intéressants, parce que la concurrence est hyper forte, parce qu'il n'y a pas de tradition. je pense qu'il y a un mélange de plein de choses. Je pense que c'est un support qui est compliqué dans le sens où on est nombreux. Et donc, les performances au début, elles sont pas très reluisantes parce que on navigue 50, 60, 70e. Mais si on parle de pourcentage, on est quand même dans les 50% de la flotte. Donc, si on prend le 4-7 par exemple, où ils sont, je sais pas, à 50 au championnat du monde cette année, quelqu'un qui fait 25, ça fait un peu plus plaisir de dire 25 que 50. Et pourtant, mathématiquement, c'est la même chose, quoi. Hmm. Alors après, bien sûr que les trois premiers, c'est toujours les trois premiers, hein. Il n'y a pas de. Mais en tout cas, pour les jeunes qui arrivent au niveau fédéral, c'est sûr que d'accepter que la jeunesse, elle soit dans la première moitié de la flotte, mais quand même 60e, c'est toujours dur à digérer. Et je pense qu'il y a eu deux, trois petites erreurs au départ, qui ont cassé quelques générations comme ça, où il y avait peu de soutien de ces jeunes-là parce qu'on se disait qu'ils étaient bons à rien, alors qu'en fait, il fallait juste qu'ils passent des étapes, quoi. Hmm. Et un milieu de tableau en laser, ça, même si t'es plus loin que dans un milieu de tableau en 4-7 ou en planche, quoi, ça vaut cher quand même. Ben, un milieu de tableau, c'est un milieu de tableau, c'est juste que le chiffre n'est pas du tout le même, quoi. Voilà, c'est Donc, ça. après, à partir de là, il y a eu sans doute le fait que le bateau soit dur. Donc, c'est sûr qu'il y a des jeunes qui aujourd'hui préfèrent faire du foil. Ça, je peux l'entendre aussi, hein. Il y a pas de. C'est normal, hein. Se mettre au rappel, ça fait mal aux jambes. Faire du foil, ça va vite, c'est fun. Nous, on donne toute notre vie pour arriver à 4 nœuds, 5 nœuds des fois. C'est sûr que c'est pas très reluisant. Donc voilà, après, il y a sûrement eu un peu moins de pratiquants aussi ces dernières années. J'ai l'impression que les clubs, il y en a quand même moins. Il y a beaucoup plus de bateaux possibles. 29er, voilà, il y a une enfin, les jeunes ont le choix, ont beaucoup de choix aussi. Hmm. Et puis voilà, après, peut-être que c'est générationnel aussi, Hmm. je saurais pas dire. Ça commence à faire long, en tout cas. Ou est-ce que c'est toi qui bloque, c'est toi qui bloque le renouvellement parce que Ben, c'est ce on que, sait que quand on veut préparer les jeux, il y a Bernas qui bloque l'entrée de la boîte. après, sans doute, ça fait peut-être partie d'un paramètre, mais en tout cas, ce que je leur réponds souvent, parce que c'est la question qu'on me pose, c'est que moi, Ah oui. je suis toujours pas médaillé. Et s'ils veulent prendre une médaille, parce qu'en fait, c'est le principe de l'olympisme, Hmm. hein, c'est qu'on veut aller prendre une médaille, surtout quand on est dans une grosse nation comme la France, bah, c'est qu'a priori, il faut me battre, quoi, hein. Donc, Hmm. et puis, je sais pas, moi, quand j'étais jeune, c'est pas du tout la question que je me suis posée, quoi, hein. Je voyais Félix et Thomas, et puis j'avais qu'une envie, c'était de les battre, quoi. Alors, bien sûr, avec du respect, mais j'étais là pour les manger, quoi, hein. Enfin, en fait, c'est ça le haut niveau, c'est que si on n'est pas prêt à marcher sur les autres, il faut pas en faire. C'est vrai. Alors, on va revenir à ton arrivée justement dans le monde des seniors. On ferme cette petite parenthèse sur le support. Donc, à partir de quel moment tu passes de ce statut de jeune prometteur à, OK, maintenant, c'est le grand bain, le monde des seniors, et il va falloir justement marcher sur tes glorieux aînés. Quand ça se passe à quel Ben, moment? donc l'année où je suis champion du monde de radial, en fait, vu que j'étais déjà assez grand et pas vraiment au poids, mais en tout cas, je commençais à être assez lourd. Euh, Mon entraîneur, lui, il avait estimé que s'entraîner en standard, c'était pas un frein. Donc, en fait, je me suis entraîné sur la catégorie senior, donc avec 2 mètres carrés de plus. Et juste pour les championnats du monde et le championnat d'Europe, on a fait une préparation spécifique et je suis retourné en radial. C'est-à-dire qu'en Faut fait, bien préciser, hein, c'est juste le gréement, c'est juste c'est le ça, mât qui est plus court et la voile c'est ça. qui est plus petite. Hein. Il y a 2 mètres carrés d'écart. Et avec Mm. un mât, bien sûr, du coup, plus petit. Et donc, je suis passé assez vite en standard, en ayant déjà fait une année d'entraînement dessus. Donc, j'étais pas encore au gabarit, mais en tout cas, je me rapprochais. Je vais faire 74 kilos, 75 kilos. Et l'idéal, ça aurait été d'être à 80, mais j'étais tout maigrichon, donc j'avais du mal à prendre du poids. Mais j'avais déjà la taille, c'est déjà pas mal. Et donc, quand j'ai attaqué le standard, en jeune, on a encore une épreuve qui est sympa. C'est l'équivalent un peu des Jeux Olympiques, c'est le championnat du monde ISAF jeune. Donc, il y a un représentant par nation donc c'est un peu le Jeux Olympiques des jeunes, quoi. Et à l'époque, c'était en standard. Maintenant, c'est en radial. Mais à l'époque, c'était en standard. Et donc, en termes de gabarit, c'était compliqué de le faire 2 ans d'affilée. Donc, c'était vraiment une chance unique à saisir. Et puis, et donc, et souvent, les podiums de ces championnats du monde ISAF là, on les retrouve en senior assez vite, quoi. Et donc, l'année où j'y vais, donc l'année d'après, j'y vais, donc en 2006, il me semble. J'ai un doute entre 2006 et 2005. C'est vieux maintenant, mais bref, je me sélectionne et puis je vais à l'ISAF que je manque enfin je fais deuxième, hein, et devant moi c'est Giles Scott qui est tacticien sur la Coupe d'Amérique, qui est médaillé d'or en fine, Enfin, et britannique.
Voilà, c'est ça, britannique. On se bagarre toute la semaine et ça se joue à un point, je crois. Donc je finis deuxième et là en fait quand je reviens de ce championnat, je sens bien que au niveau fédéral ça y est, je suis vraiment dans les radars et qu'il faut que ils essaient de réfléchir à comment m'intégrer un peu dans cette équipe de France. Euh, voilà. Et puis nous, notre stratégie en parallèle, c'était que j'allais me pointer sur le circuit senior que le jour où j'estimais et que l'entraîneur estimait que j'étais prêt. Et pour nous, prêt, ça voulait dire qu'il fallait qu'on rentre dans un rang or. Parce qu'aller faire une semaine olympique française pour finir entre Français ou entre derrière, ça servait à rien. Pour nous, enfin, si c'est pour faire ça, autant faire les championnats nationaux, c'est pareil. Donc on a décidé. On va juste expliquer un tout petit peu ce que c'est que le rond or et le rond Hmm. argent. Tout le monde n'est pas forcément Donc familier. C'est qu'il y a une partie de la semaine qui se déroule c'est ça. En général, on fait 3 jours, entre 2 et 3 jours, tous ensemble. tous Donc là, ensemble. ils divisent les flottes de manière égale, mais enfin, comme ils veulent au tirage au sort ou sur le classement mondial. Donc ils font des parités. Et à l'issue de ces 3 jours de mixage, on va dire, et ben là, ils prennent les 50 premiers qui naviguent ensemble, les 50 suivants qui naviguent ensemble et les 50 derniers qui naviguent ensemble. Donc, Voilà. Et donc il y a le premier tiers va dans le rond or, le c'est deuxième ça, tiers dans le rond argent et le troisième tiers dans le rond c'est bronze. ça. Et donc là, bah là, du coup, si on est dans le rond bronze, on navigue en théorie entre pas bons, quoi, hein, mais c'est là où on est. Donc nous, l'objectif, c'était qu'on finisse pas là-dedans. Donc il fallait qu'on soit dans le rond or et qu'on soit prêt à être dans le rond or. Et donc la première semaine olympique que je fais, bah, je gagne les 2 premières manches. C'était un peu inattendu. Et, et je finis 10e à cette régate. Et clairement, bah, du coup, je fais partie bah, des meilleurs Français. Thomas, il est devant moi, il fait 8e de mémoire. Et donc là, ça y est, je suis rentré dans le tableau de route fédéral. Et donc, pour m'accueillir un peu dans ce système, François Le Castrec fait le parti aussi d'emmener mon entraîneur, qui m'a suivi depuis tout jeune, Lionel. Et donc, on se retrouve à continuer à travailler ensemble, mais sous l'effigie de l'équipe de France, quoi. D'accord, c'est-à-dire que François Lecastre, qui est l'entraîneur des lasers au niveau équipe de France, choisit de se faire accompagner et seconder entre guillemets par ton propre entraîneur, à toi. Exactement, exactement. Donc ça permettait bah, de faire une passation un peu plus globale entre ces deux mondes, parce que moi j'étais tout jeune et puis que les autres ils avaient un peu plus de bouteilles, ils avaient déjà l'habitude de travailler ensemble et donc c'était une bonne manière de me faire entrer dans ce cursus. Et là, tu rentres donc dans l'équipe de France des grands, quoi, et t'as 18 ans. C'est ça, j'ai 17-18 ans, ouais 18 ans. 18 ans, non 17 ans, parce que en 2007 c'est déjà le championnat d'Europe, c'est déjà la sélection olympique, donc c'est l'année d'avant. Ouais. D'accord. Donc là, cette année-là, je me sélectionne aussi. Il m'emmène sur le test event. Donc le test event, c'est la répétition des Jeux Des jeux, voilà, sur le plan des jeux. à Pékin, donc assez tôt. Hein, on est en 2006, c'est 2 ans avant. Donc il y a les nations ont le droit d'emmener 2 ou 3 personnes. Donc nous, on y va à 3. Il y a Thomas, Félix et moi. Et là, je fais ma deuxième du coup médaille race. Donc c'est premier français, j'étais comme un dingue, medal race. Donc c'était un plan d'eau. Ça veut dire que c'est un plan d'eau qui me plaît déjà, c'est déjà pas mal. Et ça se passe super bien quoi. Donc et là on attaque 2007, bah, sélection olympique. Donc il y a les textes, la signature des. Clairement, je suis rentré dans la bataille ce jour-là quoi. Et qu'est-ce qu'ils se disent les deux anciens entre guillemets quand ils voient le petit jeune qui arrive et qui en quelques mois se met à leur niveau, en tout cas devient un concurrent pour la PO. Bah, en fait, c'était assez compliqué parce que franchement, j'avais pas le niveau qu'ils avaient. On va pas se mentir, en tout cas dans certaines conditions. Et du coup, je pense qu'ils l'ont pris un peu comme une injustice parce que sur les épreuves, j'étais là, quoi. Mais à l'entraînement, quand on s'entraînait ensemble, j'avais l'impression d'être nul, quoi. Hein. Ils me marchaient dessus tout le temps et eux, je pense qu'ils avaient quand même l'impression que je jouais pas le jeu, que je donnais pas tout, que donc il y avait, je pense, de leur côté une part de frustration, quoi. Hein. Ils se disaient, il nous cache des choses et puis à la régate, il est là, on comprend pas. Mais c'était vraiment pas voulu, quoi. Hein. J'étais juste pas au niveau dans la brise, j'étais pas au niveau sur les volumes, ce qui est normal. Hein. J'étais un peu tout jeune, quoi. Euh, mais, Et mais t'étais transcendé par l'événement, quoi. Quand il y avait de c'est la ça. compète, Moi, t'étais transfiguré, quoi. c'est ça, la compète. Enfin, j'adorais ça, quoi. En fait, je faisais ça pour la compète. Au départ, je pense que je suis pas un sportif. Moi, je suis pas. Au départ, je suis pas quelqu'un qui aime le matin se lever, prendre son vélo, partir.
Non, moi, ce que j'aime, c'est la compétition, c'est l'enjeu de battre son voisin, quoi. Il y a que ça qui m'excite en fait. Après, je suis devenu sportif parce que c'était un moyen d'arriver à ces moments-là, parce qu'il n'y en a pas beaucoup des moments dans la vie où on peut se confronter comme ça. Et là, le sport, c'est un beau moyen, quoi. C'est un beau moyen. Normalement relativement pacifique. Ouais, normalement, ah si, c'est pacifique quand même. C'est Euh, pacifique, oui, non, mais je veux dire, c'est un moyen de s'affronter pacifiquement. c'est ça. Alors, comment se passe l'APO? À quel moment, ils comprennent que c'est toi qui vas aller à Pékin? Alors après, il y a eu un paquet de. Donc la sélection à l'époque, c'était 3 épreuves. C'était le championnat d'Europe 2007, championnat du monde 2007 et championnat du monde 2008. Et donc là, on fait l'hiver 2006-2007 aux Antilles, c'est super quoi, dans les alizés. Donc là, forcément, moi, je suis à la rue complet parce qu'il y a du vent fort tous les jours et que je suis inexistant quoi, hein. Je suis dernier sur tous les classements, on s'entraîne avec les Allemands, c'est dur quoi, hein. Mais bon, moi je me pose pas plus de questions et puis de toute façon, pour moi la sélection c'était un bonus quoi, hein. C'était pas, enfin j'espérais, mais j'étais pas du tout là-dessus. Pour moi, j'étais pas encore au niveau quoi. Et puis arrive le championnat d'Europe, donc le championnat d'Europe par chance, en plus il est chez moi, il est à hier. Et la semaine olympique française, qui est la régate juste avant, 3 semaines avant, je vole un départ et du coup, je me retrouve dans le rond argent, ce que je voulais pas du tout faire, quoi. Mais on n'a pas fait assez de manches pour enlever la plus mauvaise. Donc, je me retrouve dans le rond argent, donc je suis déprimé. Je sais que dans 3 semaines, c'est la sélection, que ça va être compliqué, que je me sens pas au niveau, machin. Enfin bref, le cercle vicieux de la dépression. Et donc, le lendemain, je vais faire un coup de kitesurf et je me casse la cheville. Bien. Donc, je me fais un arrachement ligamentaire à la cheville. Et là, j'ai 2 semaines et demie quoi, pour m'en remettre. Et en fait, j'arrive à naviguer dessus. C'est pas flambant, mais bon, il faut y aller de toute façon. C'est le championnat d'Europe. Et en fait, ça se passe super bien. Je me sens en état de grâce, quoi. Et je fais vice-champion d'Europe. C'était assez inespéré, quoi, en fait, hein. Et Thomas, lui aussi, fait un bon championnat d'Europe. Il fait 8e de mémoire ou 9e. Et par contre, Félix passe complètement au travers de cette épreuve. Et puis après, on enchaîne, hein, la saison continue, et puis on arrive au championnat du monde. Donc là, pour l'instant, il n'y a aucune décision qui est prise, hein. On va au championnat du monde, et là, c'est à Cascais, au Portugal, et là, il y avait du vent fort. Donc moi, c'était un peu plus dur pour moi. Je finis pas et je fais pas une super régate. Enfin, j'ai l'impression de faire une très bonne régate par rapport à mon niveau, mais pas pour une sélection olympique, quoi, en tout cas. Et pour le coup, Thomas, lui, il est dans son élément et il fait une super régate, il fait 8e. Il manque de peu de faire une vraiment très très bonne régate. Donc moi, je fais 30e ou 31e, je crois, ce qui est pas incroyable. Félix fait une régate moyenne. Et du coup, à l'issue de cette régate, il fallait aller faire le test event. Et là, par contre, c'est un test event fermé, c'est-à-dire que c'est un représentant par Un pays. représentant par nation, ouais. Donc c'est l'équivalent des Jeux Olympiques, mais un an avant, quoi. Et donc là, assez logiquement, il décide d'envoyer Thomas. Et donc Thomas va faire le test event. Et là, il y a vraiment pas beaucoup de vent. Moi, je vous cache pas que je suis un peu en dep, hein. J'ai décidé de prendre un mois complet off. Je suis parti en Corse en bateau, voilà, et je suivais ça de très loin. Et comme reprise, je m'étais fixé les championnats de France qui sont normalement une formalité. Fin août, quoi. Donc le championnat était début juillet, donc j'ai vraiment décidé de me détendre, quoi. Donc j'ai arrêté un mois et puis Thomas, pendant ce temps-là, il allait au test event. Et ça s'est très mal passé au test event pour Thomas. Donc même si je lui souhaitais pas le malheur, mais moi ça m'a remis un peu dans la course, quoi. Et en fait, en rentrant de là, je sais pas pourquoi, j'ai pas les dessous de l'affaire, j'en sais rien, mais la fédération a décidé d'écarter Félix de la sélection et donc ils ont décidé de mettre une sélection que entre Thomas Et toi? et moi. Et donc on a dû travailler tout l'hiver ensemble, euh, mais en sachant qu'on allait se mettre sur la gueule à la fin, quoi, hein. Donc c'était bon. C'est quand même une grande subtilité de ces préparations olympiques, hein. C'est qu'il faut être des co-compétiteurs, quoi. Il faut à la fois collaborer et à la fois s'affronter. C'est quand même ça peut bien se passer, mais ça peut aussi se passer de manière compliquée. Ben, c'est comme je dis souvent, enfin ceux qui me le demandent, en tout cas, c'est que j'ai eu beaucoup de chance parce que Thomas, c'était quelqu'un qui était très respectueux. On nous a même, pour aller plus loin, on nous a mis en chambre ensemble. C'est-à-dire que tout Ah ouais. l'hiver, on était aux Antilles dans la même chambre. Et Thomas est capable, Thomas est capable de me laisser m'endormir avant pour pas que ses ronflements me gênent. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui a été
incroyablement tolérant et sympathique, quoi, hein. Et ça n'empêchait pas que sur l'eau, après, ben, on se faisait pas de cadeaux, quoi, hein. Et d'ailleurs, ça a été tellement dur et long cette préparation que nos perfs, elles ont fait que diminuer, quoi. C'est-à-dire qu'au championnat du monde, lui fait 17e, moi je fais 18e ou l'inverse, enfin je me rappelle plus, mais vraiment collé. Donc là, la fédération repousse encore les sélections, ils nous demandent d'aller encore plus loin, donc on va jusqu'à Palma, qui est au mois de mars. Donc à Palma, on refait l'un devant l'autre ou vice versa. Et puis à un moment donné, ils ont décidé d'arrêter le massacre, quoi. Donc ils me sélectionnent au jeu. Et donc là, on attaque une préparation finale qui est quand même vachement plus légère, quoi, que cette sélection qui était longue et un peu fastidieuse, quoi. Parce qu'il y a un moment, en fait, cette compétition entre Français, elle devient contre-productive. Ben, en tout cas, chez nous, ça l'a Quand tu été, dis quoi. il faut arrêter le massacre, quoi. Ouais, ben, en fait, enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Après, il faudrait poser la question à Thomas, mais en fait, j'ai l'impression que lui, il avait pas franchement envie de continuer. Moi, j'avais pas franchement envie de le massacrer, quoi, hein. C'était pas le but. Et de toute façon, j'en avais pas franchement le niveau, tu vois. Mais voilà, on était vraiment posé entre, on avait les fesses entre deux chaises, quoi. C'était assez compliqué de s'exprimer. Moi, je regardais plus du tout l'étranger. Alors que quand même le but c'est Ah quand même oui. de gagner des régates, quoi, hein. Donc en fait enfin moi j'étais tout jeune, hein, j'avais 20 ans, je m'enfermais un peu dans un, enfin c'était un peu, moi je trouvais ça pesant, quoi. Ce que je m'en souviens c'est que c'était très pesant, c'était pas du tout léger comme préparation. Alors jusque là moi j'avais toujours fait ça pour m'amuser, et là les sélections ça m'avait un peu crispé, j'avais trouvé ça bah voilà, dur, quoi, dur parce que je voyais que lui il était dans le dur aussi, moi j'étais dans le dur, et puis c'était pas, et puis non, et puis je trouve qu'on s'entendait bien, il n'y avait pas de raison d'être méchant ou, enfin voilà, Et c'était, sur quel fondement, du coup, finalement, ils te sélectionnent, ils te choisissent sur quels critères? ben, j'imagine que c'est parce que j'ai beaucoup plus le profil du plan d'eau, qu'en 2006 ça s'était bien passé, que dès qu'il y avait des manches de petit temps, j'étais quand même devant. Mais voilà, franchement, c'était très serré, quoi, hein. Et mondialement parlant, si on parlait que de ranking mondial, Thomas était plus polyvalent que moi, je pense. Donc en fait, il me sélectionne sur la spécificité du plan d'eau. Et je pense que c'était peut-être pas un mauvais choix, j'en sais rien, parce que le plan d'eau était quand même très compliqué. Tout le monde s'est fait des régimes. Ah oui. Ouais, moi, pour la même taille que je fais aujourd'hui, je faisais 10 kilos de moins. Et je suis Spécifiquement déjà pour les jeux, quoi. Et t'es déjà pas spécifiquement pour très les épais, jeux. ouais. C'est ça. Bah, je suis retourné à mon poids d'enfant, quoi. Enfin à mon poids d'adolescent quand je suis passé en standard, quoi. D'accord. Donc et puis je suis pas le seul, hein. Toutes les catégories ont fait la même chose, voilà, parce qu'on savait qu'il y avait très peu de vent, donc et puis c'était une belle bêtise au final parce qu'on a quand même eu de l'air, donc au point normal ça aurait été très bien. Alors, du coup, tu découvres les jeux à 21 ans, quoi. C'est ça, à 21 ans, donc je vais faire mes premiers jeux. La préparation est dure parce que mon entraîneur il me lâche pas parce que en fait moi au milieu de, certes il y avait cette histoire de préparation aux Jeux Olympiques, mais en fait moi j'étais en courbe ascendante encore et j'avais beaucoup de choses à apprendre. Donc en fait, c'était pas le plus important finalement les jeux, c'est que je continue à progresser. Et si au milieu, enfin c'est pas si au milieu, c'est qu'au milieu on préparait les jeux. Et on faisait beaucoup de petits temps, on a essayé d'adapter ça, donc c'était assez sympa. Mon entraîneur, et en fait, il progressait avec moi, hein, parce que lui, il avait jamais navigué à ce niveau-là non plus. Donc il y avait une émulation autour de tout ça, avec des tensions des fois, parce que je commençais à grandir aussi et que je voulais pas non plus me laisser marcher sur les pieds. Et puis bah voilà, c'est une ouverture, je pense. J'ai la chance de pouvoir y aller, parce qu'on était quand même à 500 km, donc on nous a quand même proposé. Et là, c'était juste incroyable. D'ailleurs, j'en ai pas refait depuis, et ça, c'est un truc incroyable, quoi, hein. Et je pense que c'est pas cette année qu'on va la refaire. La rentrée sur le stade, alors j'ai sûrement laissé un peu d'énergie, mais franchement, je pense que j'en ai capté beaucoup plus que ce que j'en ai laissé. Parce que c'est la rentrée sur le stade, la Marseillaise qu'on chante, voilà, c'était un moment incroyable. J'ai pas pu filmer parce que j'ai laissé ma caméra dans le premier avion. Mais voilà, c'était fou, quoi. C'était Ouais. fou. Pour expliquer, donc, c'est que les plans d'eau des jeux ne sont pas forcément là où ont lieu l'essentiel des jeux. Et C'est donc, du ça. coup, il peut y avoir plus ou moins de kilomètres. Et donc, du coup, vous n'avez pas forcément accès en termes de logistique C'est ça. à, Bah, à la cérémonie d'ouverture, quoi. on est rarement à côté des villes host, hein. Haute. À Pékin, on était à 500 km. À Tokyo, on va être à 80 km. C'est assez pour pas y aller. Et à Londres, on était à 6 heures de déplacement, quoi. Donc c'était pareil, on était sur la côte.
Bon, voilà, c'est un peu le jeu de la voile, quoi. Mais c'est vrai que c'est dommage parce qu'on vit un peu moins l'événement. On n'est pas dans le village olympique, on n'est pas. Mais voilà, ça a d'autres qualités, hein. À la fin, on arrive à y aller et puis du coup, quand on est détendu, c'est vachement mieux. On peut faire la fête. Alors tu vas faire huitième à ces jeux-là, donc C'est ça, pour ça, les, ça. pour les premiers jeux, c'est quand même pas mal du tout. Mm. Bah, Comme, je suis comme, quand même très déçu parce que j'avais vraiment des cartes à jouer pour être mieux que ça. Et du coup, je sors de là quand même très frustré. Et la veille du dernier jour, je suis sur le podium, quoi. Donc Mhm. voilà, je m'en veux de ce dernier jour et donc je repars de là avec de la frustration et ça va m'aider pour les 4, 8, 12 prochaines années, je pense. Et ce que je veux dire, c'est que moi, je dis c'est quand même pas mal, c'est que en fait t'as 21 ans, comme tu dis, t'es encore dans ta courbe de progression. On est toujours dans cette logique de précocité. Et si sur le papier, dire que de quelqu'un qui a 20 ans, dont c'est les premiers jeux et qui il y a encore quelques années était chez les juniors, sur le papier ça reste un beau score. Toi, t'as la frustration parce que euh, tu t'aurais pu faire encore mieux, mais sur le papier ça reste une belle perf. Bah, c'est une super perf, hein. De toute façon, la voile, c'est comme un sport à maturité plutôt tardive en général. Euh, donc les athlètes sont un peu plus vieux que dans d'autres sports. En fait, et puis c'est la sensation que j'avais eue à l'époque, mais avec le recul, je me dis que il n'y a pas de, enfin, il y a pas de notion d'âge et c'est propre un peu à chacun. Et je pense qu'il y a des opportunités, il y en a pas à 50, donc faut les saisir dès qu'elles se présentent, quoi. Et cette fois-ci, c'en était une, c'était une belle perche qui m'avait été tendue et que j'avais un peu. Je suis très content, hein, j'ai eu mon diplôme olympique, je suis finaliste et tout, mais j'ai quand même versé quelques larmes parce que j'y ai cru plus que ça, quoi. Qu'est-ce qui se passe sur les dernières manches pour que ça C'est un fonctionne pas? peu, donc en fait, bon, j'ai fait plein de petites erreurs, hein, mais inhérentes à mon inexpérience de jeune, quoi. J'ai laissé à quelques points un peu partout, parce que la voile, c'est un peu ça, c'est celui qui arrive à faire le moins d'erreurs, hein. Depuis que je suis petit, on répète ça, quoi, hein, parce que tout le monde en fait, mais il y en a qui en font moins que les autres. Et en fait, bah, ce dernier jour, on part pour 3 manches. Il y a un vent sympa, avec beaucoup de courant, comme tout le temps là-bas. Et je fais une bonne première manche. En fait, je sais plus si c'est la première ou la deuxième, mais en gros, voilà, je fais une très bonne, une très mauvaise, et du coup, je sais, je sais que dans le jeu des points, en gros, j'ai une manche à faire dans les 10 et je suis quasiment sûr de jouer Sur pour le une podium. médaille, quoi. Pas sur le podium, mais en tout cas de pas en être loin. J'ai pas les points en tête parce que j'avais pas d'entraîneur en fait à Pékin. La fédération m'avait pas mis d'entraîneur. J'avais C'est-à-dire fait que mon calcul. t'es tout seul. Il n'y a Ouais, pas de, je y a, y suis a tout pas de coach. seul. On a un Zodiac qui me donne de l'eau, quoi, mais c'est pas un coach, quoi. D'accord. Et pourquoi il n'y a pas de coach? Parce que il y a le jeu des accréditations fait que ben il manquait une accréditation et que on avait estimé que j'étais celui qui avait le moins de chances de médaille a priori. D'accord. Donc oui, oui, Ah, les c'est petits, les petits détails logistiques qui ont leur importance, quoi. bah, c'est une vraie connerie en fait, hein. On va pas se dire les choses autrement, quoi, parce que envoyer quelqu'un aux Jeux Olympiques, c'est pour pas mettre d'entraîneur, c'est stupide, quoi. Après, Ah, je veux voilà, bien qu'il y ait des je veux bien qu'il y ait des restrictions et tout, mais avec le recul, c'est voilà, moi on m'a pas laissé le choix, donc j'y suis allé comme ça, mais c'est sûr qu'aujourd'hui on me le referait, je pense que je préférerais pas y aller, quoi. C'est une aberration, quoi. En tout cas, voilà, donc d'accord. moi j'ai fait toute la semaine comme j'ai pu, donc les entraîneurs quelques-uns se sont relayés, j'ai eu le droit à 3 ou 4 différents entraîneurs chaque jour, suivant le jeu des jours nés de récupération des autres séries. Et, euh, et du coup, cette dernière manche, bah, je suis dans le coup toute la manche, je suis dans les 10 toute la manche. Et sur la dernier passage sous le vent, il reste plus grand chose. Et en fait, je me frite avec un adversaire, quoi. Et en fait, de rage, il me colle sur la bouée. On s'arrête, on la passe pas parce qu'avec le courant, on recule et on se fait avaler par toute la flotte qui est derrière sous forme de rideau, quoi. Et donc, je fais une manche de, je sais pas, 40, 30, peut-être même ma plus mauvaise, quoi. Et bah là, voilà, ça s'arrête là, quoi, le jeu. Donc, au lieu d'être médaillable sur cette dernière journée, bah, je me retrouve huitième ex aequo avec le 9 et le 10 et sans pouvoir jouer la 7, quoi. Donc ce soir-là quand je rentre c'est dur, c'est très très dur. Et le président je m'en rappellerai souvent, enfin toute ma vie je pense, le président de la fédération, il vient me voir que j'affectionne beaucoup à ce moment-là. Il vient me voir, il me dit, je sais que t'es pas bien, mais par contre huitième, c'est un diplôme. 9, tu n'as pas le diplôme, t'es pas finaliste. Donc demain la médaille reste, tu t'arraches et tu restes.
tu restes huitième. Et donc c'est ce que j'ai fait, et donc je finis bien mes jeux quand même, donc je suis quand même content, mais voilà, C'était c'était Jean-Pierre un, Champion, c'était le président de l'époque. c'est ça, Jean-Pierre Champion. Donc Alors, du coup, ces jeux se terminent sur une petite note d'amertume, mais est-ce que tu sais déjà que par contre que tu repars pour la suite? ah oui, c'était même pas une question en fait, hein, Ouais. j'étais pas, enfin, c'était une cerise sur le gâteau, ces Jeux Olympiques, mais c'était pas du tout, enfin, c'était prévu et à la fois imprévu. Voilà, j'étais pas au bout de mon histoire du tout. Donc non, j'ai pris quelques mois de vacances et puis c'est reparti quoi, hein. C'est reparti à fond. Alors bah forcément, Comment Thomas, ça se passe cette phase de transition justement? Ça, c'est toujours assez étonnant parce qu'on sait que c'est long, on sait que c'est dur, on sait que c'est ingrat, mais on se reprogramme, on sort, on fait un peu de alors vacances, on dit allez c'est reparti, je planifie pour les 4 ans à venir. c'est ça, ce qui est vrai, c'est que moi, ça fait 4 ans que ça se passe de la même manière, enfin 4 fois, enfin 3 fois. C'est que j'arrive au mois de juin, juillet, et je me dis c'est bon, je suis à bout, ce sera mes derniers. Enfin, je Si suis j'avais fatigué ça. quoi. Je suis fatigué, j'en peux plus, machin. Et puis le jeu de la régate et le jeu des jeux en particulier, il rebooste quoi, hein, il rebooste et on a rarement autant d'émotions que sur ces moments-là, et qu'elles soient bonnes ou mauvaises d'ailleurs, hein, ces émotions. Je pense qu'aujourd'hui, c'est clairement un moteur pour moi. C'est-à-dire que finalement, même les mauvaises émotions, qui sont dures à avaler, après, on en garde des bons souvenirs quand même. Donc voilà, moi, à chaque fois que j'ai fini les jeux, j'ai pris mes 15 jours de bain familial et avec les copains. Et puis là, je me suis dit, c'est bon, ça me manque déjà. Donc j'y retourne, quoi. J'ai envie de refaire la même chose dans 4 ans. Il y a pas, enfin, pas la même chose, mais en mieux. Mais en tout cas, l'événement, quoi. C'est une drogue quoi. C'est, je pense, une vraie drogue, ouais. Une bonne drogue, mais une vraie drogue. Et alors du coup, comment ça se passe concrètement? C'est-à-dire que tu refais un projet, c'est-à-dire que tu dis bon bah là, je vais faire ça différemment, tu planifies tout, tu changes d'entraîneur. C'est quand même des cycles, donc du coup, comment tu l'organises là quand tu rentres en 2008, tu Alors, dis quand je bon rentre en là maintenant 2008, et moi, je suis toujours quand même sous la coupe de mon entraîneur, Lionel, avec qui on partage beaucoup, toujours. Il m'a suivi pendant les jeux tous les soirs. Donc voilà, je suis toujours dans le même process. Je suis toujours à Antibes, plus internat parce que je suis trop vieux. Mais en tout cas, je suis toujours à Antibes. Et donc là, on fait évoluer un peu notre relation, mais pas tant que ça finalement. Donc on a toujours les mêmes caractéristiques d'entraînement où on se fait du foncier. Enfin, on construit vraiment nos saisons un peu comme, je vais appeler ça l'ancienne, parce que maintenant c'est plus comme ça. Il y a des épreuves trop souvent. Mais disons qu'on voilà, on fait notre contenu l'hiver avec une période de foncier. On déstructure en prenant un petit mois de vacances au milieu, en faisant autre chose. Donc moi, je faisais souvent du match racing, donc pour naviguer sur des plus gros bateaux en équipage, pour verbaliser un peu ce que je faisais, pour mettre à plat un peu mes connaissances. Et puis après, on remonte sur le laser, et donc voilà, on a fait 4 ans comme ça. Alors là, je commençais déjà à être un peu plus tout seul, parce que Thomas, il est passé en fine. Félix, il avait arrêté après 2008, le championnat du monde. Et donc, je me retrouve globalement un peu seul. Il y a Rodrigue Cabaz, qui était un jeune qui était monté en même temps que moi, qui reste encore dans le coin, qui a fait un super mondial d'ailleurs en 2009. Et puis voilà, il y a moins cet effet de groupe. Et après, dans la PO, donc pendant un an, ça se passe comme ça. Et puis après, il y a Félix qui revient pour tenter ses chances pour 2012. Donc là, ça remet un petit coup de boost un peu à ma préparation. Et surtout qu'il revient en ayant un peu gommé toutes ses rancœurs de 2008. Et en fait, on arrive à vraiment, moi je trouve qu'on a vraiment beaucoup bossé et bien ensemble. Et c'était un moment agréable, quoi. Et malheureusement, par la suite, lui, il a été victime de cette histoire de no-show par la WADA, Adams, là, le contrôle antidopage, là, c'est chiant ces trucs-là. Donc, il faut dire où on est tous les jours. Quand on le fait pas, ben, on prend. Donc, lui, il a pris un an de retrait de licence. Donc, ça a mis un stop net en tout cas, à sa carrière. à ses chances de sélection, en tout cas, parce que s'arrêter de naviguer pendant un an, c'est quasi, c'est rédhibitoire, quoi. Et je crois Donc on même. précise, hein, il est pas contrôlé positif à Non, non, dopage. non, Hein. non, 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 non. Voilà, Il ne répond voilà, pas aux convocations. c'est Enfin, ça. il ne précise pas où il est alors qu'il doit le faire tout le C'est temps. ça. Enfin, vous devez le faire tout le temps. C'est ça. On doit le faire tout le temps. Donc là, il n'était pas à l'endroit qu'il avait dit quand ils sont venus contrôler, et 3 fois d'affilée. Donc bon, voilà, c'est un peu dommage, quoi. Donc
ça a un peu mis un stop à sa carrière à ce moment-là, quoi. Mais en tout cas, voilà, de mon côté, moi, je suis toujours sur ma courbe. Je sais que j'ai beaucoup de boulot parce que les prochains jeux, ils sont à Londres et que Londres, le plan d'eau, pour le coup, c'est l'inverse, il est très vanté. Et moi, clairement, c'est C'est à toujours Weymouth, hein. c'est à Weymouth, c'est ça. Et là, moi, enfin, il y a plusieurs choses qui sont dures pour moi à Weymouth. C'est premièrement, c'est que quand on y va, nous, chez moi, c'est l'été. Et, et chez eux, c'est encore C'est l'hiver. pareil. Et non, mais c'est un vrai, ça paraît rien comme ça, mais c'est quand même pas facile à accepter. Moi, par exemple, dans ma tête, les jeux d'été, ça a toujours été dans des endroits chauds, sympas et tout. Et puis là, en fait, on va se prendre la pluie toute la semaine, qu'il va y avoir du vent fort. Ça va être le terme qui avait été trouvé par la fédération, c'est que c'était un terrain agricole. Donc, ils avaient dit que c'était quelque chose de dur, de voilà, de pénible. Donc, et puis je valide quoi. C'était dur et pénible quoi. Et donc moi j'avais beaucoup de boulot parce que j'étais pas du tout au niveau dans ces conditions-là. Et puis en plus forcé de constater que j'avais pas encore ce qu'il fallait au jeu quoi. Hein. Il me manquait un petit peu. Euh, donc voilà, on a peut-être fait des mauvais choix sur cette PO. En tout cas, ça a été un vrai tournant parce que avec le recul hein, sur le coup, je m'en suis pas rendu compte, mais j'arrivais à un âge où il fallait que je récupère les clés du camion quoi. Hein. Je devais gérer mon projet et et je pense que moi j'étais pas Parce que prêt t'étais à... encore, tu considères que tu étais encore trop cornaqué, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, franchement, j'étais beaucoup drivé par Lionel, hein, toujours. Et puis, ma préparatrice physique aussi, bon, qui est décédée dans cette PO-là, en 2010. Donc, il y a eu un peu de mouvement, mais, euh, mais globalement, Lionel prenait quand même les décisions, importantes, en tout cas sur la stratégie, qu'on mettait en place, sur le planning, de qui on s'entourait. Et en fait, moi, c'est un moment où, je pense que je perds un peu de temps parce que c'est vraiment un moment où il faut que je récupère, la possession de mon projet pour remettre mes dernières forces au moment voulu quoi. Hein. Et là, moi, j'arrive pas à m'approprier mon projet sur ces 4 ans-là. Et je pense que l'entraîneur, lui, il est pas prêt à les donner non plus parce que c'est un peu son bébé aussi. Donc les lignes ont bougé pendant toute la PO et on a eu du mal à, pourtant on est toujours amis et tout, mais on a eu du mal à mettre ça en place correctement quoi. C'est le moment où l'oiseau doit quitter son nid, quoi. Exactement. Là, on l'a pas fait. Et donc, je pense qu'il nous a manqué un petit coup de pied aux fesses sur cette PO. Ça a été presque trop simple donc, je rejoue les sélections. C'était douloureux parce que c'était douloureux. En fait, j'étais tout seul ou presque, quoi. Et les performances, c'était pas les performances que la fédération espérait, au niveau mondial, quoi. Et donc, la DT a été très dure. Le DTN, enfin, ça s'est très très mal passé avec le DTN, Philippe Gouard. Et enfin, moi, j'en garde un très mauvais souvenir de cette PO parce que les perfs, moi, j'avais une idée de mes perfs qui était au début, j'espérais être dans les 10 premiers sur les régates, mais en fait, après des jeux comme ça, tout le monde s'attendait à ce que je vienne et que je joue les podiums à chaque fois. En fait, j'étais pas du tout au niveau. Voilà, j'étais dans certaines conditions très bon, mais dans d'autres, c'était très dur. Donc, il y a eu un vrai décalage entre les attentes des gens et ce que je pensais de moi, en tout cas, hein, mon réel niveau. Et donc on a fait la PO avec on a eu des victoires aussi, hein. Ça c'est quand même, c'était pas tout le temps de l'échec, mais c'était quand même compliqué à gérer. Arrive la sélection et la sélection je me souviens même plus sur quoi c'était, mais je suis tout seul en fait. T'es tout Donc seul, c'est ça. le DTN avait vendu qu'il enverrait toutes les catégories olympiques. Et moi j'avais quelques perfs, je fais une fois dans les 10 un championnat du monde, donc ça commençait à être bien, mais j'étais aux prémices j'étais encore en formation, quoi. Hein. Et donc je vais au jeu avec l'idée et l'espérance qu'il y ait quelques jours de petit temps, mais en fait ça s'est jamais arrivé. Donc voilà, je fais 10e, je suis franchement déçu, quoi. Après, je pense que j'avais de quoi jouer une 6e, quoi, mais je pouvais pas espérer une médaille sur ces jeux-là, en tout cas pas dans ces conditions-là. Donc je ressors de là sans être trop heureux quoi. J'étais pas Donc là je prends très peu de vacances, mais par contre un vrai changement de vie, c'est-à-dire que je suis ma copine du moment qui finit ses études à Rio et donc je pars un an à Rio avec elle et en fait Où ont lieu les prochains jeux. c'est ça. Et donc en fait on fait d'une pierre deux coups, c'est-à-dire que moi je lui avais demandé de décaler d'un an, du coup moi j'étais dispo et en plus ça me permettait de préparer Rio.
Donc en fait, j'étais déjà projeté parce que pour moi, ça allait être très dur les Jeux, et donc en fait, c'était une préparation presque sur 8 ans, Rio. D'accord. Donc il y a eu les Jeux au milieu, c'est pour ça que je passe assez vite parce que franchement, c'était pas une PO agréable du tout. Bon voilà, c'est très gris dans ma tête. Donc là, Rio, changement de Donc en fait, DT. du coup, là pour le coup, ma question que je t'ai posée tout à l'heure à l'issue de Pékin 2008, l'enchaînement, il y a même pas enchaînement en fait. D'après ce que tu racontes, Non, c'est assez naturel, t'es quoi. déjà projeté avant même les Jeux de Londres, t'es projeté sur les Jeux de Rio. Ouais, bah quand même pas avant les Jeux, mais vraiment, oui. Je caricature, mais c'est Ouais, ça, c'est c'est ça ça, c'est l'esprit ça. quoi. C'était vraiment une continuité parce que bah, j'étais frustré de pas pouvoir m'exprimer parce que j'avais pas le niveau en fait, donc j'avais vraiment envie d'aller m'entraîner quoi, hein, tout simplement quoi. Donc pour mettre toutes les chances de mon côté, donc je suis allé à Rio, j'ai fait un an là-bas. C'était dur au début parce que c'était impossible de rentrer dans les yacht clubs, ils voulaient pas me laisser faire de la voile. Donc pas parce qu'ils voulaient pas, mais parce que j'étais pas assez riche. Et donc de fil en aiguille, j'ai fini par réussir à rentrer dedans. J'ai commencé à m'entraîner, puis Robert Scheidt, là, qui lui venait de revenir en laser, bah, il s'est mis avec moi et puis on a commencé à s'entraîner tous les deux, à nouer une petite amitié, quoi, hein. Donc c'était sympa parce que c'est quand même Alors, la légende, quoi, hein, voilà, Robert c'est ce que Scheidt. j'allais dire. C'est qu'il faut, il Il faut que t'expliques est un peu à nos auditeurs qui c'est, parce que c'est pas n'importe qui du tout. Robert Scheidt aujourd'hui, il a 48 ans, il a, je sais pas, une dizaine de titres mondiaux dans ma catégorie, 5 médailles, dont 2 d'or, 3 en laser, 2 en star. dans Star. Et puis voilà, et là il revient pour la PO de Rio, quoi. Il Mhm. revient, il repasse du star au laser parce que le star disparaît Et, des jeux, et il est brésilien, hein. et il est brésilien. Oui, voilà. Et Donc quand on dit légende, là, le mot n'est pas du tout galvaudé, quoi. C'est vraiment le type et il fait partie des athlètes, mais qui dépasse même le cadre de la voile, en fait, hein. ouais, bien C'est sûr, bien vraiment. sûr. Il a 5 médailles olympiques en 5 jeux, c'était juste incroyable, quoi. Donc Donc j'ai c'est la un bon chance de sparring pouvoir, part, c'est voilà, un bon sparring partner, j'ai là. beaucoup de chance de pouvoir m'entraîner avec lui. Et puis lui, il est content aussi parce que je suis quand même dans le coup au niveau mondial. Et lui, il manque de repères parce qu'il vient de revenir. Donc on s'entraîne vraiment sur le plan de Rio pendant un an, donc c'est super. Et donc par contre cette année-là, il y a eu beaucoup de changements, c'est-à-dire que la fédération change de DT. Et en fait, la DT décide de me faire arrêter ma collaboration avec mon entraîneur. Donc Donc la DT, c'était c'est la direction technique nationale, hein. C'est ça, c'est eux qui gèrent un peu les cadres fédéraux. Enfin, pas un peu, mais qui gèrent les cadres fédéraux. Ouais. Et donc, ils décident que ma collaboration avec Lionel Pellegrino est stérile et qu'il faut en changer, quoi. Donc, euh, moi, je suis assez d'accord sur le fait que il faut qu'on trouve des moyens pour avancer. D'ailleurs, on en avait beaucoup parlé à ce moment-là, et lui, il était d'accord avec ça. Mais bon, le choix de le virer, enfin pas de le virer, parce qu'en fait c'était pas vraiment viré, il voulait le changer de poste, mais en fait c'était comme le virer. Lui, il le vit enfin, Comme une rupture, quoi. comme une rupture, moi aussi. Et puis en fait c'est pas, puis sans en parler, sans rien, c'était une décision qui a été prise de but en blanc. Moi je la prends un peu à distance. Enfin, Toi, c'est une, t'as pas t'as pas ton mot à dire. On décide pour toi. C'est quand non. même le premier concerné, quoi. Ah ouais, non, mais absolument pas. Non, j'ai pas mon mot à dire du tout. J'ai pas mon mot à dire du tout. Puis ça les intéresse pas de me donner. Enfin, a priori. Enfin, en tout cas, moi, on m'a jamais demandé, quoi, hein. Et puis à l'issue de donc ça arrive la première épreuve en mars, et donc là, il nomme Pascal Rambaud, donc médaillé olympique En star. Hmm. en star, avec qui j'étais en équipe de France pour Pékin, aussi pour Londres, qui était en préparation olympique. Que je connais bien, que j'apprécie beaucoup. Donc il le nomme, encore sans me demander d'ailleurs, mais il le nomme entraîneur national du laser. Et donc là, c'est une vraie chance parce que il a beaucoup de bagages, il m'apporte, il va pouvoir beaucoup m'apporter, quoi, de sa vision, de son expérience. Et donc on commence à travailler ensemble, et jusqu'à l'année dernière, donc ça fait long, hein, c'est presque 8 ans, quoi. Euh, Et puis, ça se passe très bien. Donc, il y a le renouveau, quoi. Donc, mon équipe, moi, par contre, chez moi, elle change pas. C'est-à-dire que mon préparateur physique que j'ai eu après ma préparatrice physique, Nathalie, donc c'est un peu son mentor. Donc, moi, je l'appelle le génie de la préparation physique. Maintenant, je suis peut-être pas neutre, mais Olivier Poli, qui est une référence, qui a écrit beaucoup de bouquins, qui est, voilà, que je trouve ouvert, à qui j'aime bien la démarche et la façon de travailler.
Et donc juste Pascal change. Et donc là, on prépare Rio. Et moi, clairement, c'est les jeux. Pour moi, je vais appeler ça les jeux de la maturité, quoi. C'est les jeux où j'ai toutes les cartes en main pour faire une perf, quoi, hein. Je commence à être abouti sur le plan physique. Je commence à avoir de l'expérience. Je vais très vite sur l'eau. Je connais le plan d'eau. On commence à beaucoup le connaître. Enfin voilà, c'est vraiment les jeux. Je manque un peu de concurrence en France pour pouvoir m'entraîner tout seul dans mon pays, mais j'ai la chance d'avoir Robert, j'ai la chance d'avoir des étrangers avec qui ça se passe bien, donc ils veulent s'entraîner avec nous. Mais voilà, donc on prépare assez sereinement ces jeux. Moi, avant ça, j'ai quand même des points d'étape où j'ai envie de marquer les esprits en termes mondial. Et, je fais un bon championnat du monde en 2014. Et puis en 2016, je suis vice-champion du monde. Un bon championnat du monde, c'est sixième. Ouais, c'est ça, je fais 6. Ouais. Donc je rentre dans les clous, quoi, hein. J'ai l'impression, en fait, pour moi, la gagne, elle se joue entre les 5, 6 premiers, quoi. En général, après, il y a un petit décroché. Et de manière générale, en moyenne, c'est ça, quoi. C'est-à-dire que les cinq premiers, on peut estimer qu'ils jouaient pour une médaille, quoi. Et puis après, il y a le test event aussi. Tu passes directement à 2016 et au titre de vice-champion du monde, qui C'est est vrai. évidemment énorme, mais il y a quand même une deuxième place au test event qui là aussi est à. Faut marquer les esprits, c'est important. Ouais. C'était très particulier parce que en fait, le championnat du monde de cette année-là, donc 2015, il est au Canada et ça se passe très 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 mal. C'est-à-dire, je fais un rond argent, donc ça m'était pas arrivé depuis cette fameuse semaine olympique. Donc ça faisait quasiment 8 ans que j'avais pas fait une contre-performance comme celle-là. Et cette année-là, j'ai eu l'impression de faire un coup des très bonnes régates, un coup des très mauvaises, un coup des très bonnes, un coup des très mauvaises. Et c'est là que j'ai recommencé à travailler en préparation mentale, parce que je pense qu'il y avait quelque chose à trouver, quoi, hein, sur de la constance. Et en fait, je sors de ce championnat du monde un peu abattu, quoi. Je suis champion du monde quand même du roi argent, c'est pas rien. Non, mais je sors vraiment abattu. Et 3 semaines après, on a le test event, quoi, hein. Donc j'y vais parce que je suis quand même le meilleur français. Et, euh, et en fait, ça commence pas bien parce que la première manche, je suis quasiment hors temps. Ça m'est pas arrivé souvent, ça non plus, mais le vent tombe et en fait, on n'arrive pas à rejoindre la ligne d'arrivée, quoi. Et puis, par contre, après, tout se redéroule bien. J'arrive à remettre mon jeu en place et je commence à reprendre confiance, en fait, hein, dans ma façon de naviguer, dans ma façon d'appréhender l'événement. Et puis, je finis par finir deuxième sur cette régate. Et donc, voilà, c'est faire une médaille sur un test event à un an des Jeux. Il y a déjà tous mes concurrents. Tu prends Voilà, rendez-vous là. c'est ça, ça fermé dans la hiérarchie pour l'année prochaine, quoi. Donc je suis très très content. Ça relance un peu ma saison. Enfin, c'est la clôture bien, on va dire, parce que c'était la fin de la saison. Mais disons que ça me laisse de l'espoir. Et de toute façon, on monte jamais sur un podium olympique par hasard, donc il faut être déjà monté dessus avant, quoi. Il n'y a pas beaucoup d'accidents. Mais t'es toujours tout seul en termes de concurrence dans ce cadre de cette PO, ou il y a d'autres gens avec qui tu peux Non, batailler en France? il y a quasiment personne, quoi. Enfin, pas du tout. On a rarement, enfin, on prend des partenaires, hein. Il y a deux jeunes qui faisaient entre 30 et 40 au championnat du monde. Euh, mais en fait, du coup, ils avaient quelques qualités qu'on allait chercher dans certains entraînements, mais on pouvait pas s'appuyer sur eux pour créer de la perf, quoi. C'était compliqué. C'était compliqué. Eux, ils étaient en devenir et ils étaient dans la quantité pour l'instant, quoi. Nous, on était déjà sur de la qualité. Donc, bien sûr que quand on arrivait à faire des regroupements, ils étaient invités et on a fait des stages ensemble. Mais c'était compliqué. Enfin, dans la démarche de me bousculer, ils n'étaient pas assez présents, quoi. Ils n'étaient pas assez présents. Donc, on était obligé de s'entourer de mecs comme Robert ou avec l'équipe anglaise, comme on a fait sur la PO d'après, d'ailleurs. Je repose cette question parce que c'est quelque chose qu'on ne sait pas forcément l'entraînement des athlètes olympiques qui sont des athlètes individuels. C'est qu'il faut trouver des sparring partners, soit français, soit étrangers, et que c'est hyper important parce que avoir un bon sparring partner, c'est quelqu'un qui va te tirer vers le haut, un peu comme les boxeurs, quoi, puisque le terme vient de là. Hein. C'est exactement ça. Après, Et ces choix-là sont souvent dans les interviews, on entend on s'est entraîné tout l'hiver avec les Danois. Donc nous, on connaît pas forcément qui est cet équipage danois, par exemple, mais le bon choix, il est hyper stratégique, quoi. Le bon choix, il est compliqué dans son propre pays parce qu'en fait, non seulement, on l'a fait quelquefois, il faut faire le pari de faire progresser quelqu'un en particulier pour pouvoir s'appuyer sur lui par la suite.
Mais en sachant qu'à la fin, il y a quand même qu'un vainqueur, quoi, hein, parce que les jeux, c'est un représentant par nation et par catégorie, donc enfin voilà, c'est mettre en péril un peu sa sélection. Mais d'un autre côté, c'est incontournable, donc on est obligé de le faire. Mais force est de constater qu'on a du mal à le faire. On a du mal à trouver des jeunes qui veulent avancer, quoi, hein. Donc, et surtout, je pense qu'il y a la marche est trop grande pour l'instant, donc il faudrait un groupe intermédiaire qui fasse ses armes, et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Donc, il y a un groupe qui est en train de monter. Euh, et après, une fois qu'ils sont à portée de tir, enfin, quand moi je suis à portée de tir de leur fusil, bah là, il faut qu'on les intègre et qu'on commence à les faire monter. Mais en fait, ça, c'est pas du tout mon boulot, quoi, hein. Moi, je suis là que pour faire de la perf. Donc, Non, bien sûr. Ouais. Quand tu choisis un sparring partner étranger, par exemple, est-ce que à l'issue quand tu vas de faire un bloc d'entraînement de 15 jours dans un pays étranger avec lui, est-ce que tu partages les données, par exemple? Est-ce que vous partagez tout au briefing, au débriefing? tout est possible. Après, c'est des accords qu'on trouve entre nous, ne serait-ce que pour se filmer. Est-ce qu'on a le droit de se filmer, tout ça. Donc ça fait le. Nous, les sparring, déjà, on les choisit un peu à l'affinité, mais c'est surtout par rapport à leur qualité. Donc, si on veut travailler de la brise, on va pas prendre les mêmes que quand on. Donc, on essaie de. Tout le monde fait ça, hein, mais on essaie de cibler un peu ce qu'on recherche chez ces gens-là. Mais après, il faut aussi qu'on s'entende bien. Et en règle générale, on partage assez. Ouais. On- Et ça se passe comment? C'est un coup de fil? T'appelles un concurrent étranger, tu dis ça, voilà, écoute, Ça peut être un je te propose WhatsApp, de. ça Ouais, peut je te être. propose non, non, je parle pas d'immédiat, mais du coup, Ouais. c'est une démarche aussi simple que ça, quoi. C'est pas un truc fédéral. Ah non, non, c'est pas du tout Non, fédéral. c'est une démarche individuelle, quoi. C'est une démarche individuelle. Ça se fait souvent sur les compétitions. Donc on se renseigne un peu où les gens vont, qu'est-ce qu'ils font, quel est leur plan, est-ce qu'ils sont d'accord pour qu'on s'intègre. Si on s'intègre, est-ce qu'on peut venir avec un jeune ou pas? Parce que des fois, il y a des refus. Enfin, voilà, donc on fixe les règles longtemps avant, enfin longtemps avant, quelques temps avant, et puis après on y va, quoi, hein. Et Mais ça oui, t'est arrivé c'est une démarche. d'être sollicité, toi, de ton côté? Ah, moi, souvent, bah, en fait, ça va Ouais. dans les deux sens, quoi, hein. De toute façon, s'ils trouvent pas un intérêt à s'entraîner avec toi, t'y vas pas, quoi, hein, ils te refusent. Oui, c'est ça, ils peuvent refuser. Bien sûr, Voilà, ça, c'est la dernière phase, c'est que il y a des gens qui peuvent refuser bien ces sûr, propositions-là. bien sûr. Et là, tu vois, cet hiver, c'était criant. Il y a tout un groupe de Norvégiens, Suédois, Allemands, là, qui ont un peu le vent en poupe depuis l'année dernière. Et ils se sont sentis un peu pousser des ailes. Et ils nous ont fait venir un peu à Lanzarote en disant que ça allait bien se passer. Et puis au final, ils ont fait ce qu'il fallait pour qu'on s'entraîne pas avec eux, quoi. Ah oui. Donc il y a des petits jeux quand même qui se mettent en place. Maintenant, voilà, l'important c'est d'avoir une souche solide avec qui on est bien. Donc nous, on a Robert, on a le Péruvien, on a le Belge. Donc ça, c'est notre équipe soudée. Quand l'équipe un peu plus élargie, c'est avec les Anglais. On a vraiment une très bonne relation avec les Anglais. Et eux, c'est quasiment la plus grosse nation en laser. Ils sont 5 dans le top 30 mondial, on va dire 15 mondial, 20 mondial. Ça dépend des régates, mais donc ils sont très solides. Donc ce qui est sympa avec eux, c'est qu'il y a toujours un mec pour être devant, quoi. Donc ils sont très très agressifs. Mais par contre, il y a peu de partage. On partage l'essentiel, quoi, hein. C'est un peu politique entre nous. Des fois, on sait pas trop ce qu'ils veulent. Voilà, mais en tout cas, ça se passe toujours bien depuis 5 ans, donc D'accord. on reste Ouais, avec eux. c'est un aspect des choses qui est pas forcément très visible de l'extérieur, donc c'est pour ça que je posais la question. Alors du coup, on revient là au jeu de Rio, donc du coup, après le test event et la fameuse année 2016 où tu marches un peu sur l'eau, on va dire. C'est ça, bah, on va au championnat du monde qu'on prépare bien parce que c'est ma sélection olympique, hein, le mondial, je crois. Je suis pas sûr. Non, pardon, c'est Miami, ma sélection. Et donc je fais deuxième aussi. Donc je décroche ma sélection là-dessus en janvier. Et donc on va au championnat du monde où je suis déjà sélectionné. On a pris un partenaire français pour la dernière ligne droite, c'est Anthony Munoz, qui est le deuxième français, qui a des grosses qualités dans le vent fort, enfin dans le vent médium fort. Et donc on va au championnat du monde au Mexique et là bah je fais un super mondial. J'ai même la victoire en main à la dernière manche que je laisse filer bêtement. Enfin je laisse pas filer mais qui me file entre les doigts. Et donc je finis deuxième. Je suis très content. Je suis dans les clous pour ma prochaine épreuve qui sont les Jeux, quoi, hein. Euh, C'est un résultat historique pour la France. oui, oui. Bon après moi ça Toi, tu t'en fiches un peu, ouais mais de enfin, l'extérieur, oui c'est ça. Non c'est pas ça neutre.
C'est ça, c'est ça. Après, moi, mon Si rêve vous de suivez la gosse, voile de c'est bien sûr compétition, les Jeux le nom de Olympiques, mais j'ai aussi Paprec, envie premier de acteur mettre du mon nom sur la recyclage en plaque pour France, laser. En vous fait, est en Bourgogne, forcément on a tous familier. les noms des champions du monde. Sponsor depuis 2 Et c'était décennies de vraiment un rêve marins pour moi engagés dans les plus d'être grandes sur courses, cette plaque. Donc j'étais quand Paprec est même un peu désormais déçu aussi parce partenaire que je l'avais entre principal les de la doigts Solitaire cette du dernière Figaro manche. et de la Transat en Mais double très content de monter Concarneau-Saint-Barthélemy, sur un podium mondial, rebaptisé Transat c'est quelque Paprec, chose, quoi. une transat qui va se courir en double Donc mixte. voilà, je suis L'entreprise très n'investit pas serein dans la pour voile les par hasard, Jeux. c'est le fruit d'une Je sais que tradition c'est peut-être pas familiale. forcément les mêmes conditions, Jean-Luc mais en tout cas, on l'a bien Petit-Huguenin, le préparé fondateur, aussi. On découvre est la allé sur voile le plan sur un d'eau, First je vais 235. vite. Voilà, comme je t'ai dit, Sébastien, c'est son vraiment fils aîné, les Jeux, directeur général du c'est groupe, fait le pour moi. convertit à la course, fêtant même ses 40 ans en Et participant puis à la voilà, on arrive Solitaire du sur place. Figaro en 2018. Une première Mais si journée, Paprec s'affiche je faisais aujourd'hui dans la donc voile je de mets compétition, ce l'accent n'est sur pas la qu'à perte, cause de la donc je fais passion des pas de séance patrons, d'ouverture c'est pour pas aussi parce perdre que les de valeurs de la jus. course font écho On à est celles dans du un groupe, hôtel à part la avec ténacité, configuration, l'humilité, des l'adaptabilité. Des kinés, enfin qualités tout est en place. J'ai un indispensables à terre entraîneur, comme en voilà, mer. Cette fois. vraiment grand luxe quoi, hein. On y va grand luxe. Et puis je fais une première journée dans le rythme, hein. Pas pas fou, mais pas mal quoi. Mon entraîneur trouve que c'est pas assez bon pour gagner, mais en tout cas c'est assez bon pour pas perdre, c'est déjà pas mal. Et puis en gros la première clé de ces jeux c'est le troisième jour. Troisième jour, on va sur l'eau avec des conditions très musclées et clairement, moi j'ai un vrai avantage dans ces conditions-là, hein. Et on va sur l'eau, et c'est des grosses vagues, et c'est des conditions incroyables, hein. On est devant Copacabana et grosses vagues, gros vent. Premier départ, je fais un très mauvais départ et je reviens toute la manche et je fais une manche de 7 de mémoire. Donc c'est une bonne manche quoi, clairement. Et là, l'entraîneur me dit lâche-toi sur les départs parce que là, la vitesse où tu vas, t'es inarrêtable quoi, hein. Ça va le faire quoi. Lâche-toi. Et en fait, deuxièmement, je pars, je suis en tête toute la manche et puis je finis deuxième à la manche. Ça va très vite, je suis très content. Et à l'arrivée, je passe l'arrivée et je vais voir l'entraîneur. Je dis, t'en penses quoi du départ? Il me dit, ouais, ça avait l'air bon et tout, super. Je dis, bah, passe quand même voir le tableau à l'arrière du bateau. J'ai un peu peur. Et je passe et en fait, je fais un départ prématuré. Aïe. Et là, c'est la veille du jour de repos. Je suis effondré, quoi. Je sais que ça met un gros coup de canif dans mes chances. Pour deux raisons. La première, c'est que bah, ça me rentre une très mauvaise manche. Et la deuxième raison, c'est que bah, j'ai pas mis le clou dans mon temps fort, quoi, hein. C'est le moment où je pouvais faire la différence. Je pensais avoir fait la différence et puis en fait, je la fais pas du tout, quoi. Donc, bah, les jeux sont à refaire et j'ai plus de joker. C'est pas Parce que rédhibitoire. on enlève au jeu, on peut enlever la meilleure La manche. plus mauvaise, la La plus plus mauvaise, mauvaise. hein. Ouais. Ouais. Donc Enfin, on pas enlève. tout le temps. Ouais. Même au jeu, on peut enlever la Oui, la plus bien mauvaise. sûr, on enlève la plus mauvaise. Et de mémoire, oui, on enlève que la plus mauvaise. Et donc, sauf la médaille qu'on peut pas enlever. Oui. Et donc là, bah voilà, j'ai plus de joker. Je suis pas mort, hein, mais pas loin. Et puis, mais j'ai été très touché sur ce coup-là, là. Et puis, bah, les jeux avancent. Je fais encore quelques petites erreurs, hein. Il y en a quelques-unes encore. Et bref, je me présente à la Medal Race, quatrième, assez loin. Je crois que je suis à 13 points. Donc, il y a 20 points distribués sur une Medal Race. Donc 13 points de retard, c'est compliqué dans le sens où il faut que lui soit vraiment derrière et que moi je sois vraiment devant. Et en plus de ça, j'ai le 5-6 qui sont quasi ex aequo avec moi, à un point. Donc en fait, vu qu'en medal race, il y a 2 points entre chaque place, vu que le premier marque 2 points, le troisième 4 points, etc. Bah, du coup, en fait, c'est comme si on était ex aequo. Et en fait, bah, cette medal race, je me mets à l'attaque, hein, à fond. Mais je suis pas le seul. Et du coup, bah, Robert gagne la medal race, donc celui qui était ex aequo avec moi. Donc Robert Scheidt qui était cinquième. Moi, je finis deuxième et le Neo Z qui était troisième finit loin mais pas assez quoi. Donc Robert et moi on échoue à 3 points du podium quoi. Donc voilà, c'est frustrant de fou encore, hein. Je suis pas abattu parce que enfin si je suis vert parce que c'était mes jeux et je pensais vraiment faire mieux. Mais bon voilà, c'est le sport, hein. J'étais pas le seul à chasser le métal sur cette semaine-là. Et là aussi, tu sais que c'est pas fini, que tu vas repartir. Bah, là, j'ai besoin d'y réfléchir parce que Ah, vraiment, voilà. j'avais un plan où, en fait, parce que mon troisième rêve de gosse, c'est la Coupe d'Amérique. Et là, j'ai un âge où, bah, j'ai 32 ans. Non, Mm. non, pardon, j'ai 29 ans, 28 ans.
Et là, je me dis, bon, va falloir commencer à faire un choix, quoi, hein. Est-ce que c'est pas trop long de refaire une PO? Voilà, j'ai plein de choses qui tournent un peu en rond. Et vu que j'espérais bien prendre une médaille, ben du coup ça me chamboule un peu parce que je suis pas allé au bout de mon histoire. Je suis ni champion du monde, ni champion olympique, ni voilà. Donc j'ai l'impression d'avoir une revanche à prendre. Donc d'abord je fais un état des lieux avec les gens avec qui je travaille, c'est-à-dire préparateur physique. Est-ce que je me sens en forme? Est-ce que j'ai 4 ans dans les jambes encore, hein? Est-ce que je peux redonner un peu un coup de collier, quoi? Est-ce que je peux progresser, hein? Parce que le constat, ça aurait pu être que je mérite une quatrième au jeu ou cinquième au jeu, quoi. Et en fait, je prends 2-3 mois pour y réfléchir. Et en fait, ça me manque de naviguer. J'aime toujours autant ça. Physiquement, tout est ouvert. Je suis passé un peu vite, mais en 2011, j'ai eu un petit pépin au dos. Euh, j'avais une petite dissymétrie musculaire. J'étais trop fort devant, on va dire, et pas assez fort du dos et des fessiers et des ischios. Et bref, ça m'a amené une petite inflammation qui a mis le doigt sur quelque chose qui était en train d'arriver, quoi, hein. J'avais les lombaires un peu abîmés, donc voilà, il était temps de remettre ça en route. Le médecin de la fédération, je donnerai pas de nom, mais qui m'a dit que ma carrière était finie, qu'il fallait que je fasse autre chose. Bon, voilà, c'était compliqué quand même, donc derrière on a travaillé et en fait aujourd'hui tout va bien, quoi, hein. Donc ça veut bien dire que c'est pas irrémédiable ce genre de choses. Mais en tout cas, je prends 3-4 mois après Rio pour y penser parce que bah voilà, je sacrifie des années, j'ai pas de vie de famille, j'ai j'ai mon corps qui vieillit aussi, hein. Et donc en fait, ma tête, elle a très envie, mon corps, d'après mon préparateur physique et tous les examens médicaux, ben feu, quoi, hein, il n'y a pas de problème. Et puis finalement, je suis assez jeune encore, hein, donc et je me dis bah voilà, on recommence, quoi, c'est parti. Mais par contre, j'ai envie d'élargir un peu mon spectre et j'ai envie de naviguer aussi sur d'autres supports. Donc, le fait de refaire du laser et de pas changer de support, ça me permet d'avoir un peu de temps parce que je connais quand même maintenant bien le support. Donc, j'ai sacrifié une année, on va dire, où j'ai accumulé beaucoup de fatigue en naviguant sur d'autres supports. J'ai eu la chance de naviguer un peu avec Franck, Camas. J'ai eu la chance de faire du match racing. J'ai été champion de France plusieurs fois dans match race. Voilà, ça m'a permis de toucher à d'autres supports, à peaufiner un peu C'est une respiration mentale en fait, hein. C'est ça, c'est ça. Beaucoup de Après, marins disent que multiplier les supports, les figaristes racontent très souvent que aller faire autre chose que du Figaro les rend meilleurs, quoi, hein. bah déjà, je pense que les sensations, c'est les mêmes, hein, ça reste de la voile. Tactiquement, c'est quasiment la même chose, hein. Alors, bien sûr, on change d'échelle si on fait du large, mais c'est quand même très proche. Euh, et puis, il y a de la communication, donc on voit d'autres façons de naviguer, d'appréhender, d'approcher les problèmes. Et en fait, c'est toujours riche, quoi. Moi, j'en ai jamais. Alors oui, bien sûr, ça crée un peu de fatigue, donc il faut bien le gérer. Mais globalement, ça a toujours été riche et j'espère bien que ça va me permettre d'aller faire d'autres choses après aussi, quoi, hein, parce que le laser c'est bien, mais la voile c'est bien plus vaste que ça, quoi. Et donc je repars. Je repars. Il y a une équipe de jeunes qui a été montée après les Jeux, hein, pour me supplier, quoi, hein. Et donc je m'entraîne un peu avec eux et puis très vite on attaque les régates et puis je suis dans le coup, hein, assez vite. Je fais pas mal de podiums sur cette PO, hein. La PO, elle se déroule super bien. Tous les championnats du monde, sans exception, donc les 4, je joue aux avant-postes, voire même ça devient le point crispant en fait de cette PO, c'est que j'ai été sur le podium de tous mes championnats du monde sans pouvoir monter dessus à la fin. Donc c'est que il y a eu un petit point dur en fait sur ces dernières journées. Ça a cristallisé une petite tension avec Pascal aussi d'ailleurs, avec l'entraîneur qui est toujours le même. Et puis on n'a pas trouvé de solution. La preuve en est le dernier championnat du monde en Australie, pas à Perth, pardon, à Melbourne. Je gagne 6 manches sur 12 et je suis pas sur le podium, quoi. Bon après, ouais, je suis quatrième, quoi, donc c'est pas loin, mais je suis pas sur le podium. Et pour moi, c'est une vraie contre-performance. Ça fait 2 ans maintenant que c'est un peu tendu avec mon entraîneur.
Et en fait, au retour de ce championnat du monde qui était aussi ma sélection olympique, j'ai donc l'année dernière, hein, c'est à la fois loin et pas loin, je décide de mettre un stop complet à notre relation. Et parce que ben voilà, maintenant j'ai vraiment les clés de mon projet et j'estime que c'est ensemble on n'arrivera pas à aller plus loin que ça. Et pas que c'est de sa faute hein, si je suis une contre-perf, mais en tout cas, Parce que j'ai c'est la pas. relation qui est pas assez C'est ça, fructueuse, quoi. la relation. Moi, mes contre-performances, je peux pas lui attribuer, absolument pas. C'est moi qui ai merdé. Mais par contre, moi, j'espérais autre chose dans notre relation, et en fait, j'ai pas réussi à me servir assez de lui et de son expérience et de sa façon d'appréhender ce jeu-là, quoi, ce jeu de la voile. Donc en fait, je suis un peu déçu de notre binôme, et je sens qu'il faut que je passe à autre chose, que j'avance et que j'ai besoin d'un peu plus de légèreté, quoi. Et donc bah là, j'entame une guerre, quoi, hein, on peut appeler ça comme ça, parce qu'en fait, je pense que lui de son côté, enfin, je suis quasiment sûr pour en parler avec lui, il est assez d'accord avec le constat. Euh, mais en fait, au niveau fédéral, ben, ils veulent pas prendre de décision comme ça. Ils estiment que c'est la meilleure solution pour moi, et du coup, ben, il y a pas un moment où ils se disent, ben, ok, on va changer, quoi. Donc en fait, on attaque le Covid dans cet état d'esprit, quoi. Et, et en fait, plus ça va, et plus ben, je dois être tranchant dans mes paroles, en fait. Et en fait, plutôt que de mettre fin à une relation qui a été plutôt bonne et fructueuse, d'une bonne manière, en fait, au final, ça a traîné en longueur, voilà. Mais moi, de toute façon, enfin, ma décision a été prise, quoi. Et de toute façon, que Alors ça marche. tu peux aussi te comporter comme ça parce que tu as l'ancienneté. Tu vois, au début, à un moment dans la conversation, on a dit bah non, ils m'ont pas consulté quand on a changé d'entraîneur. On est prévenu de rien. Là, au fil des ans et Ben, des moi, années passées et des palmarès, tu pèses un peu plus lourd, quoi. ben, je pèse un peu plus lourd, mais en fait, ça devrait pas être la question. C'est-à-dire qu'en fait, Ouais. à partir du moment où on a un athlète qui est, on va dire, une chance de médaille, ou en tout cas qui navigue devant, et qu'il est plus que tout seul dans une sélection olympique, bah, moi, c'est mon ressenti à moi. Après, Il devrait avoir la manette, ouais. voilà, il faut que cette personne-là, elle s'affirme. Et s'il se sent pas d'aller aux Jeux Olympiques avec telle ou telle personne, bah, il faut le dire, ne serait-ce que parce que au jeu, bah, que ça marche ou que ça marche pas, ça sera de la faute ou de la grâce à l'athlète. Si tu veux, tu peux pas. Bien sûr que les institutions m'ont aidé depuis que je suis jeune, bien sûr que l'entraîneur il a sa part, mais si je me rate, bah, c'est parce que j'aurais demandé à Pascal d'arrêter, et si je réussis, ben c'est parce que j'ai bien fait d'arrêter. Et quoi qu'il arrive, la fédération, elle en ressortira grandie. Donc faut pas avoir de complexe, et au contraire, moi, enfin, ça m'a fait grandir parce que c'était dur. Franchement, c'était une période très compliquée à gérer avec le Covid, le report, tout ça, mais aujourd'hui, j'en suis content. Je suis content que j'ai réussi à passer ce cap-là, quoi. Et donc, bah, la fin de l'histoire, c'est que la fédération a nommé un nouvel entraîneur sans me consulter. Enfin, disons que enfin, j'aime à croire que j'aurais pu mettre un veto, mais la solution me paraissait bonne. C'était pas la seule, hein, il y en avait plusieurs d'autres. J'avais exploré d'autres pistes, mais en tout cas, la solution me paraît bonne. Donc, je travaille maintenant avec Stéphane Chrysidis. Donc, c'est un coureur qui a fait les Jeux en 2004. Non, ouais, 2004 et 2012 en 49er, et avec qui j'étais en équipe de France, donc on s'entend très bien. Et après, la question, c'est de savoir est-ce qu'on est capable de travailler ensemble, parce que c'est pas tout à fait pareil être amis et se croiser en équipe de France, et être capable de dire des vérités à quelqu'un et lui donner confiance, et voilà, c'est l'accompagner, c'est encore différent. Et moi, j'avais peur que les jeunes coachs en général, ils ont quand même toujours l'ego du sportif, et j'avais pas envie qu'on soit en concurrence. En fait, je voulais qu'on soit un groupe, une seule et même personne, quoi, hein, pour aller vers un seul objectif. Et en fait, il s'est super bien intégré. Là, ça fait 1 an qu'on travaille dessus, hein, du coup, et tout s'est bien articulé. Il a réussi à se fondre un peu ma petite entreprise, hein, avec mon préparateur physique, ma préparatrice mentale. Donc, on a réussi à avancer ensemble, et on commence à être très complémentaires. Donc, là, on va au jeu avec de belles dispositions, je pense. Alors du coup, je voudrais un peu que tu nous expliques aussi cette sorte de paradoxe ou de fonctionnement spécifique à la voile olympique, c'est-à-dire on a bien compris dans ce que tu as expliqué le poids et l'importance de la fédération. Alors, elle nomme un entraîneur qui est l'entraîneur national des lasers, qui est pas ton entraîneur à toi. Il se trouve que C'est ça, en fait, c'est très important, mais
Ce qui est Vas-y, vas-y. compliqué, c'est que, comme je l'ai dit en tout début, c'est qu'on est un sport amateur et on a peu de moyens. C'est compliqué de trouver des sponsors. C'est même très dur. Moi, j'ai la chance d'avoir une mairie qui me soutient avec la ville de Sainte-Maxime. J'ai quelques sponsors autour de moi. Donc Alors là, en fait, c'était ça ma question. C'était du coup, il y a un dispositif fédéral Non, mais c'est qui te ça, c'est finance ça. en partie, qui t'aide, qui fournit l'entraîneur, et il y a aussi, toi, tu dois mettre en place tes propres moyens, C'est et tout ça ça. doit collaborer ensemble. Parce qu'à plusieurs reprises, tu as dit on, en fait. Tu as souvent dit on, Ouais, bien sûr. et on sent qu'il y a des gens qui ne sont pas dans le giron fédéral, que tu finances toi. Et donc, explique-nous comment ta petite entreprise existe et Ben, collabore avec la Fédé dans un cadre plus global, quoi. ce qui est compliqué, c'est que, enfin, c'est pas compliqué, c'est qu'il y a la fédération qui, elle, soutient les sportifs jeunes à potentiel et les sportifs en équipe de France. Mais pour être en équipe de France, c'est un top 6 mondial chaque année. Donc personne est à l'abri de sortir de ce dispositif-là, hein. Il y a aussi une aide qui est pas négligeable, qui est quand on est en équipe de France, de temps en temps, il y a des postes à l'armée ou à la SNCF, ou donc c'est des aides. Donc moi j'ai la chance d'avoir signé à l'armée aussi, donc je suis embauché par la Marine nationale, ce qui me permet donc au bataillon de Joinville pour les anciens qui connaissent. Et donc j'ai la chance d'avoir un statut avec un salaire qui me solde, hein, qui tombe quand même tous les mois, parce que sinon en tant que sportif on n'a pas ça en équipe de France. Et du coup, ce dispositif-là, donc si on est en équipe de France, je dis bien si on est en équipe de France, parce qu'il y a des années où on l'est pas, si on fait pas dans les 6 mondiaux, euh, il y a un budget qui est alloué par le ministère, enfin par la fédération, un entraîneur et du matériel. Et si on sort de ce cadre-là, donc des épreuves qui sont référencées, parce qu'en fait l'équipe de France normalement c'est un groupe, c'est-à-dire il peut y avoir s'il y a 6 athlètes en équipe de France, c'est-à-dire que les Français ont fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais c'est possible, en théorie c'est possible. Donc en fait il peut y avoir 2, 3, 4 athlètes, et donc l'équipe de France n'a pas vocation à soutenir un seul projet, c'est soutenir un groupe. Et donc ce groupe-là, ben voilà, si le planning il se prête pas à ce qu'on veut faire nous, et ben là il faut qu'on trouve des financements. Et si on n'est pas en équipe de France, bien sûr, il faut trouver des financements. Et si on est, enfin voilà, plus on se rate et plus il faut des financements en fait, hein. Donc la Fédé cautionne que la perf in fine, quoi. Et donc moi en parallèle, bah, voilà, parce que j'ai grandi après, du coup, je me suis un peu décalé sur Sainte-Maxime, et donc j'ai grandi loin des pôles conventionnels, c'est-à-dire aujourd'hui c'est Marseille, Brest et La Rochelle, des gros pôles, quoi. Et donc j'avais pas accès à une salle de muscu, j'avais pas accès à un préparateur physique, j'avais pas accès, enfin pas parce qu'ils voulaient pas me le donner, c'est parce que j'étais trop loin, quoi. Donc je suis quand même rattaché à un pôle, mais je peux jamais y aller m'entraîner. Donc en fait j'ai mis une structure autour de moi, c'est-à-dire j'ai gardé mon préparateur physique de pôle, c'est-à-dire après Nathalie, c'est Olivier Poli qui a pris la succession. Après en préparation mentale, j'ai été trouver quelqu'un avec qui j'avais envie de travailler, donc c'est Élise Marsoulier, qui est en Bretagne d'ailleurs. Et puis bah voilà, après autour de moi il y a régulièrement des intervenants, il y a la nutritionniste, enfin, voilà, mais comme beaucoup de sportifs. Mais au quotidien, c'est ça mon quotidien, c'est la muscu, préparation mentale, et après on part en déplacement ou en stage pour aller s'entraîner sur l'eau. Et donc vu que je suis tout seul en équipe de France, le planning il se prête un petit peu plus à moi. Mais je vois vraiment ça comme je dis on souvent parce que j'ai pas l'impression d'être tout seul, quoi. J'ai vraiment l'impression d'avoir une équipe autour de moi. Donc là, bah, bien sûr, il y a Steph et l'entraîneur fédéral. Et il y a même, dans le 11, je mets même la fédération aujourd'hui parce que ils soutiennent. Mais en fait, la fédération, ce qui est compliqué, c'est qu'il y a vraiment deux parties dans une préparation olympique. Il y a toute la préparation et après, il y a la sélection. Et après la sélection, il n'y a plus qu'une personne. Donc là, en fait, toute l'instance fédérale qui est incarnée par le coach et l'équipe de France, elle ne vise que la performance de 7 athlètes. On parle plus de groupe, on parle plus de... Donc tout ce qui est avant, bien sûr qu'il faut être... Et puis d'avoir ses propres partenaires, ça amène de la liberté. C'est-à-dire qu'on peut... Ça nous permet d'être un peu libre, quoi, hein, d'avoir un peu de force dans la négociation, parce qu'il y a des fois, la fédération veut quelque chose pour nous, et puis nous, on veut autre chose, quoi, hein. Et donc pour s'affirmer, il faut quand même être un petit peu indépendant, le plus possible en tout cas, je pense. Et après, par contre, une fois que la sélection est donnée, mais là, c'est un peu spécial cette fois-ci, mais normalement, c'est 6 mois, quoi. C'est 6 mois, ouais, c'est ça. 6 mois, 1 an, ça dépend des cas, mais bah là, à partir de là, tout le monde travaille à la performance d'une personne. Donc là, c'est un peu différent.
Et tout ça, toi, donc du coup, à titre personnel, individuel, il faut que tu ailles chercher tes propres sponsors, Bien sûr. en dehors des sponsors de la Fédé et des financements fédéraux, parce que, je sais pas, ta préparatrice mentale, elle est rémunérée. C'est pas la Fédé qui la prend en charge, c'est toi qui la Non, prend en charge. Donc c'est ça. toi, tu vas chercher tes propres sponsors. Bien sûr, obligatoire. Sinon, j'aurais pas assez de sous pour fonctionner. Et c'est facile à vendre, la voile olympique? Eh ben, heureusement ou malheureusement, mais c'est très dur à vendre parce que en fait, on a de la course au large. Donc, je trouve ça très riche en termes de voile général en France. Mais du coup, les athlètes olympiques sont pas les héros de la voile en France. Alors que c'est quelque chose qu'on retrouve je sais pas, en Grande-Bretagne par exemple. Les athlètes olympiques, c'est vraiment les héros de la voile britannique. Nous, on a des grands champions, mais c'est pas grave parce que ça fait connaître la voile. Mais on a Gabard, Camas, Poupon. Enfin, on a des tripotés, Armel. Mais voilà, du coup, C'est des concurrents économiques, quoi. c'est des vrais concurrents économiques. Et à la fois, on parle pas du tout des mêmes budgets, quoi. Enfin, un athlète olympique, il faudrait une miette de ce que ramasse. Tu peux nous dire ce que c'est toi ton budget sur une saison complète? Moi, j'estime que ça dépend les années, mais c'est entre 30 et 50 000. Ah oui. Mais ça, c'est un budget pour être co-aidé par la fédération. Si on prend le budget de la fédération en plus, Ah là, oui, c'est oui, autre non, chose. toi, Ouais. ton budget, Ouais, moi, l'argent que tu dois chercher chaque c'est année, ça, c'est entre 30 et 50 000 50 euros. 000, ouais. D'accord. Ok. Et là, Et vient se et là, greffer en plus c'est les ça, financements fédéraux, quoi. c'est ça. Ouais, on parle pas du tout de la même, évidemment. Non, 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 bien C'est pas sûr du que tout les non. mêmes échelles, quoi. Non, non, bien sûr. Alors, on revient du coup à la dernière phase de la préparation olympique. Donc là, à nouveau, tu es tout seul, en fait. Hein. Il n'y a pas beaucoup de. Bah C'est pas donc beaucoup de maintenant concurrence, quoi. maintenant la sélection a été prise, hein, mais Oui, oui. Alors, avant ça on a eu je refais le flashback vers ouais, les bien années sûr. 2018-2019, quoi. Hein. Ben on a fait rentrer dans l'équipe. En fait, il y avait un groupe de jeunes et puis la volonté fédérale, peut-être de l'entraîneur, je sais pas. En tout cas, on a fait rentrer un jeune avec nous. Et puis ça a pas donné ses fruits. Et puis là récemment, on a refait. Il y avait un jeune qui est très bon, hein, qui commence à être vraiment bien. Du coup, on l'a lui aussi, Donne son nom. Hein. Alexandre Boite. Donc il commence à être vraiment intéressant, quoi. Du coup, juste avant le Covid, on avait commencé à travailler ensemble, et puis là, on a décidé de le prendre comme partenaire pour les Jeux, parce qu'en tant que sélectionné, on peut prendre un partenaire. Et puis voilà, on a fait tout l'hiver ensemble, et voilà, là, il a voulu reprendre sa liberté, donc il a fini tout seul, mais enfin, en tout cas, pas avec nous. Donc là, on a fini la préparation olympique comme d'habitude avec Robert, ONS, enfin le Belge. Et puis les Anglais, quoi. Quand ils ont pu partir, parce que maintenant avec le Brexit, il y a une histoire de visa, donc ils peuvent pas venir autant qu'ils veulent en Europe. Ah oui. C'est les petites conséquences auxquelles on pense pas quand on parle du Brexit. Et alors du coup, c'est quoi ton planning précis sur les jours à venir? Donc décollage Bah là, dimanche, c'est ça? j'ai décollage dimanche ce soir. Avant ça, ben faut que j'aille chercher, j'y vais cet après-midi chercher ma nourriture parce que j'achète. Ouais, je finis mon sac, quoi. Hein, je prends les derniers préparatifs. J'ai de la muscu, hein, toujours. Là, je lâche pas. Et puis et puis c'est tout, quoi. Hein. Je vais essayer de Et puis m'isoler un peu. Puis quand, si quand- je dis au revoir à mes parents quand même, je vais aller voir, je vais retourner un peu dans le cocon familial qui me donne un peu d'énergie avant de partir. et tu vas quand vous arrivez au Japon, vous avez en gros une petite semaine d'adaptation et après comment ça se passe concrètement? Bah, Tu peux nous expliquer? c'est là que ça va être compliqué. Alors a priori, on n'a pas le droit de sortir de l'hôtel, bien sûr. Euh, Peu le droit de sortir de notre étage de l'immeuble. Et, et quand on a le droit, on va à la marina. Et à la marina, ben, donc moi en tant que, donc le laser, je l'ai pas spécifié, mais une des spécificités, c'est qu'aux Jeux Olympiques et aux Championnats du Monde, on nous fournit des bateaux. Donc tout le monde part sur un bateau neuf qui sort du même moule, normalement qui sont très proches. Donc on récupère les bateaux, ils viennent d'être tirés au sort hier, et on récupère les bateaux le 14. Et par question d'équité, on n'a pas le droit de naviguer le 14, donc on recommence à naviguer le 15. Et donc on a 8 jours, quoi. 8-9 jours de navigation, enfin de navigation si on veut. Hein. Ça va dépendre un peu de la fraîcheur et du décalage horaire.
et tous les derniers aspects. Mais en gros, voilà, on n'est plus sur du travail, on est plutôt sur de la prise en main du nouveau matériel qu'on va avoir. Et puis voilà, après c'est du petit peaufinage, mais l'objectif c'est d'attaquer frais et en forme pour le 25. Le 25, c'est la première manche. C'est ça. Il y a combien de manches? 10 plus 1, 5 jours. Donc on fait 3 jours, un jour de repos, 2 jours, un jour de repos. Enfin, c'est des jours de repos, mais c'est aussi des jours de réserve. Oui, Donc s'il n'y a pas de vent ou s'il y a trop de vent. voilà, s'il y a trop ou pas de vent, on peut rattraper les manches sur ces jours-là. Et puis après, une medal race. Qui est quel jour? Le 1 ou le 2. Je crois que c'est le 1 et le 2, c'est un jour de réserve. C'est pour ça, j'aime bien dire le 2, comme ça au moins je suis pas surpris si on va jusqu'au 2. D'accord. Bon, on l'a pas du tout dit depuis le début, mais ton objectif est la médaille d'or. On va le préciser. En tout cas, j'ai vraiment envie de gagner, oui, bien sûr. Oui. Non, mais ça va mieux en le disant. Oui. Et du coup, on va faire un jeu qui est pas forcément très agréable pour toi, mais est-ce que tu sais déjà de quoi est fait la suite? Est-ce que tu as planifié un petit peu la suite? Est-ce que tu as donc il y a un scénario médaille d'or, c'est bon là, au moins le dossier est clos. Il y a un scénario pas médaille d'or, est-ce que je rebondis? Est-ce que tu sais déjà J'ai retenu un peu la leçon après Rio. J'ai fermé aucune porte. Déjà parce que les prochains jeux ils sont dans 3 ans, donc ça va aller relativement vite. Très vite. Que si ils sont à la maison. Bien sûr que donc les différents scénarios, c'est ça. Si je reviens avec ce que je veux, ben pourquoi pas aller redéfendre les couleurs de la France à Marseille, ou pourquoi pas clôturer le dossier, peu importe. Ça dépend un peu des opportunités qui s'ouvrent à moi derrière, que j'ai pas cherché. Hein. Franchement, je me suis pas énervé sur le dossier, mais je rêverais qu'il y ait un team français sur ces bateaux qui volent. Là, ça serait vraiment incroyable. Mais malheureusement, il faut trouver beaucoup d'argent. Et puis si ça marche pas, ben est-ce que j'aurai envie de revanche? Je sais pas. Peut-être. Est-ce qu'il faudra clôturer parce que j'étais au bout? Peut-être. En fait, je me suis vraiment pas projeté. J'ai juste fait en sorte de me rassurer sur le fait. Quoi. Voilà. Enfin, je me suis surtout rassuré sur le fait que je fasse une médaille d'or ou pas cette année, ben ça changera pas le fond de ma vie, et j'aime ma vie comme elle est aujourd'hui. Donc je m'éclate à faire ce que je fais. Et si je dois aller travailler avec mon frère pour louer des catamarans, ben, j'irai louer des catamarans sur le quai avec mon frère. Alors, tu as parlé à plusieurs reprises de la Coupe de l'Amérique, c'est ton autre Graal à toi. Hein. C'est ça, en fait, quand j'étais petit. L'épreuve qui te fait rêver depuis que t'es tout gamin, quoi. C'est ça, quand j'étais petit et que j'ai eu la chance d'habiter pas très loin de David Ginola. Et son fils, il jouait dans l'équipe de foot de mon frère. Et du coup, un jour, sur le bord du terrain, alors que je regardais mon frère jouer, il m'a dit viens, ce soir, il y a la Coupe d'Amérique. Je me rappelle plus où, je crois que c'était Los Angeles, de mémoire, mais je suis pas sûr. Bref, en tout cas, ça passait à 3h du matin. Et donc, à 3h du matin, on est monté en voiture avec mon père, on a été chez David Ginola, et puis on a été regarder sur un grand écran la coupe, parce qu'il avait l'abonnement au canal, je sais pas quel abonnement. Il s'intéressait à la Coupe de l'Amérique. Et il adore la voile, hein, il s'intéresse beaucoup à la voile, enfin en tout cas à l'époque, hein, je l'ai pas, on s'est réécrit il y a pas très longtemps, mais on n'a pas parlé de voile. Et clairement, là je me suis dit, papa, en fait c'est de là qu'est né un peu le laser, parce que je lui ai dit, papa, comment je fais pour moi je veux conduire ce bateau là, ça a l'air génial. Et il m'a dit, sois le meilleur lasériste du monde, et il y a de bonnes chances que tu sois sur ce bateau là. Donc je me suis dit, bon ok, allez, c'est bon, laser. À quoi ça tient, quoi? Allez, laser, on va essayer quand même. Bon voilà, du coup. Alors ceci dit, il a raison, parce qu'il y a même là sur la dernière coupe, il y a de très nombreux anciens laséristes. Bien sûr. Qui sont sur ces bateaux-là, hein. Slingsby, il y a des paquets de. Bien sûr, c'est sûr que je pense que toutes les séries olympiques, si on n'est pas trop typé en termes de gabarit, a priori, les bateaux de la coupe, ils sont faits pour ces gens-là. Ils ont un sportif de haut niveau, il a touché le haut niveau, hein, donc même si on change de support, il va toujours être très bon. Donc a priori, oui, je pense qu'une médaille olympique ouvre les portes d'une préparation à la Coupe d'Amérique. Maintenant, la Coupe d'Amérique, c'est aussi financier. Et on a vu à l'image de Franck qui espérait repartir, qui en a fait une, qui a essayé de repartir pour celle d'après, qui a eu du mal à trouver le budget. J'ai eu la chance d'aller faire des tests après Rio sur son 45 turbo. Ça porte bien son nom, ça allait vite, hein, c'était sympa. Après, voilà, j'avais pas le profil du poste recherché à ce moment-là, mais je désespère pas qu'un jour, on a tout ce qu'il faut en France, quand on a des super chantiers, on a des super marins, on a de la technologie, on a des super ingénieurs. Tous les autres, ils ont nos ingénieurs à nous, donc il suffit juste de les faire revenir en France.
Non, ça serait incroyable. Ça serait incroyable et je perds pas l'espoir en tout cas qu'un jour on y arrive. Et aller naviguer dans un défi étranger, ça t'intéresserait? Ça me dérangerait pas non plus. Maintenant, je suis un peu franchouillard, hein. Il y a pas de, mais enfin moi c'est la voile qui m'excite le plus. Après, si en plus je défends les couleurs de mon pays, c'est encore mieux. Mais voilà, s'il faut naviguer sur les bateaux étrangers pour faire de la voile à haut niveau, ben, on le fera. Et en fouillant un petit peu sur ton propre site, dans le dossier de presse de l'Olympiade précédente, j'ai lu que la Volvo Ocean Race, enfin The Ocean Race, ça pouvait t'intéresser aussi. Bah, j'aime bien l'équipage. Après, encore une fois, l'idée me plaît. Maintenant, faut essayer, hein, parce que c'est quand même autre chose. Là, on tourne pas entre deux bouées et on n'est pas à l'hôtel le soir, mais c'est quelque chose pour avoir fait un tout petit peu de large, vraiment un tout petit peu, parce que j'en ai pas fait des tonnes. Ça peut me plaire à partir du moment où c'est en équipage. Pour l'instant, le solitaire, c'est vraiment pas mon truc. En tout cas, en dehors de mon laser, quoi. Mais j'aime bien la relation à l'équipage, j'aime bien partager des moments forts et la Volvo, je pense que enfin, en tout cas, de ce que j'en vois et ce que j'en entends, c'est quelque chose qui pourrait vraiment me plaire. Bon, très bien. Bon, on va faire passer ton CV. C'est gentil. C'est gentil. Bon, Jean-Baptiste, bah écoute, merci beaucoup, merci d'avoir pris autant de temps. On approche les 2 heures à quelques jours du décollage. C'est vraiment super sympa de ta part. Et merci de ta franchise, de nous avoir raconté tout ça. C'était vraiment hyper intéressant. Si vous nous avez suivis jusqu'ici, merci à vous aussi. Merci de partager ce podcast, de nous dire aussi si ça vous a plu, si ça vous a pas plu. N'hésitez pas, on essaie de répondre à tout le monde. Je le dis à chaque fois également, n'hésitez pas à nous mettre des étoiles, en particulier sur Apple Podcast. C'est important pour le référencement. Mettez-en plutôt 5 que pas du tout, ça sera quand même beaucoup mieux. N'hésitez pas à mettre des commentaires aussi. Voilà, JB, bon vol pour Tokyo, bonne préparation. On te souhaite le meilleur pour le 1er ou le 2 août pour que ça se passe au mieux. Et puis on reviendra vers toi pour voir la suite pour un nouveau podcast pour la Coupe d'Amérique. Eh ben, merci beaucoup en tout cas. Merci à toi, à bientôt. Bonne journée, au revoir. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Into the Wind produit par Tip & Shaft. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas non plus à nous dire ce que vous en pensez, en bien ou en mal. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel Into the Wind. À bientôt.